Donc ce soir, pour cette première rencontre qui a pour titre La démocratie menace-t-elle le numérique? Je ne sais pas si c'est exact, le titre exact. Ou le numérique menace-t-il la démocratie? Ah oui. Sinon, j'aurais plus de travail. La démocratie. Ah non. Le numérique menace-t-il la démocratie? Oui, c'était pour voir si vous étiez attentif. Donc nous avons le plaisir de recevoir Antoinette Rouvroy et Hugues Bersini. Antoinette Rouvroy est donc juriste de formation, chercheuse FNRS en gouvernementalité algorithmique et chargée de cours à l'université de Namur. Hugues Bersini est informaticien et il dirige le laboratoire d'intelligence artificielle de l'ULB. Tous deux sont intervenus l'année passée à la Maison du Livre dans un événement qu'on avait consacré aux hybridations humain-machine mais pas ensemble. Et Hugues Bersini avait exprimé le regret de ne pas avoir débattu avec Antoinette à cette occasion. Ils se sont depuis, ou même déjà avant, rencontrés. Et si vous cherchez sur votre moteur de recherche préféré, vous en trouverez des traces. Mais ici, il ne sera pas question de vote de jury. On va laisser chacun faire sa propre synthèse. Bien entendu, vous aurez l'occasion de leur poser des questions, mais on ne va pas vous départager, on ne va pas vous opposer. On va peut-être même se rendre compte que vous n'êtes pas si en désaccord que ça. Mais donc on vous a présenté Hugues Bersini plutôt du côté pour la gouvernance algorithmique et Antoinette Rouvroy plutôt contre. Mais j'avais une première question, comme ça, on va peut-être pas rester dans le binaire. J'avais une première question peut-être de vocabulaire pour Antoinette Rouvroy. On parle généralement de gouvernement, de gouvernance. On sait qu'il y a des différences entre les deux notions, que le gouvernement c'est plus un art, la gouvernance tendrait plus vers la science. Et vous parlez de gouvernementalité. Donc sans rentrer directement dans les algorithmes, pourquoi ce terme? Qu'est-ce qu'il recoupe pour vous? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Gouvernementalité, en quelque sorte, marque de façon très explicite un peu mon héritage foucaldien. Michel Foucault est un peu ma langue paternelle, si on peut dire. Et Michel Foucault qui étudiait les rapports, non, il n'étudiait pas, si vous voulez, uniquement le pouvoir par exemple de l'État ou des institutions, des gouvernements, mais ce qui l'intéressait, c'était vraiment les rapports de co-constitution entre les modes de production du savoir, les modes d'exercice du pouvoir et les modes de subjectivation ou de comment on devient sujet. Ce qui me paraissait très intéressant pour moi, c'était précisément que par ce terme de gouvernementalité, on rentre dans une posture de recherche, je dirais. La gouvernementalité, c'est moins une chose qu'une posture de recherche ou qu'une ligne de recherche qui permet justement de contourner trois prismes qui sont un petit peu enfermants et qui sont trop restrictifs par rapport au phénomène du numérique en particulier. Ces trois prismes sont notamment, d'abord, le prisme institutionnel. Quand on parle de pouvoir, on a tendance, un peu spontanément, à penser l'État, les institutions étatiques, officielles, etc. Or, dans la gouvernementalité, gouverne, en fait, d'après Foucault, tout qui est capable ou a l'intention de façonner par avance le champ d'action d'autrui. Et donc, on peut dire que cette architecture gouverne. Le fait que je sois assise sur ce siège avec des accoudoirs qui me permettent certains gestes, mais pas d'autres, par exemple, ça gouverne. Les algorithmes nous gouvernent quasiment en permanence, de cette façon-là, sans avoir nécessairement la légitimité d'une institution étatique, ni l'autorité, ni les mêmes moyens de contrainte non plus. Donc ça gouverne d'une façon bien différente, avec des techniques de gouvernement bien différentes, mais ça produit des effets même si les algorithmes ne veulent pas nous gouverner, ils produisent des effets de gouvernement d'une manière qui m'intéresse de spécifier. Non pas pour dire « Oh, mais les algorithmes, c'est horrible », pour sortir un peu du binaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les curseurs qui bougent et qu'est-ce que ça engage sur le plan de la délibérabilité collective des normes. Bon, alors je disais, ça contourne trois aspects. L'aspect institutionnel, donc on contourne le prisme institutionnel pour saisir les enjeux du pouvoir. On contourne aussi le prisme subjectif, c'est-à-dire que dans la gouvernementalité,
on ne présuppose pas des sujets stables, préexistants à leur rapport avec le pouvoir. Le pouvoir et le sujet, et les sujets sont dans des rapports co-constitutifs, et le pouvoir est quelque chose qui s'échange, qui n'est pas détenu par celui qui a le pouvoir, mais les sujets participent, et donc nous sommes tous embarqués aussi dans cette gouvernementalité algorithmique à laquelle nous participons. Nous sommes des vecteurs de cette nouvelle normativité autant que des destinataires de la norme. D'accord, on va peut-être, on va de toute façon y revenir. On va essayer de construire la soirée sous forme de conversation avec le plus d'interaction possible. Donc je vais peut-être, je sais pas, Bersini, le terme de gouvernementalité. Mais en fait, moi j'ai découvert ce terme sous la plume d'Antoinette parce que depuis toujours j'écris des algorithmes qui sont censés un peu façonner, le terme est fort, mais en tout cas influencer nos comportements. En intelligence artificielle, on fait beaucoup ça. On écrit des algorithmes de manière à automatiser les traitements médicaux, de manière à conduire des voitures autonomes, Donc en fait, moi, mon métier depuis 35 ans, c'était de construire des algorithmes qui essaient de nous faire mieux vivre. Mais c'est vrai qu'avec, si je devais donner une définition de la gouvernance ou des systèmes de gouvernance, ce serait tout dispositif, mais c'est Antoine l'a très bien dit, qui limite un peu nos comportements dans l'intérêt d'un collectif. Et donc, c'est vrai qu'il y a le mode classique de gouvernance qui est le mode humain, où vous avez des chefs qui vous obligent à vous comporter d'une certaine manière parce qu'ils considèrent que c'est meilleur pour la société, ou ils considèrent que en vous obligeant à vous comporter de la sorte, par exemple, un chef d'armée considère que en obligeant ses soldats à se comporter de la sorte, il a plus de chances de vaincre la bataille, ou simplement parce qu'il y a des déviants. Il y a des gens qui ne se prêtent pas, si vous voulez, au jeu social, et si les normes morales et sociales étaient suffisantes, on n'aurait pas besoin de gouvernance, mais de temps en temps, il faut donner une petite baffe à gauche ou à droite dès l'éducation pour mettre un peu les gens dans le droit chemin. Donc on a ces systèmes de gouvernance humaine, mais les algorithmes, sans que je les pense de manière, je dirais, gouvernementalité, en fait, je me rends compte que j'écris moi-même depuis très longtemps des algorithmes qui obligent... alors après, il y a ce débat qu'on aura avec Antoinette, quelle est la portée, quelle est la légitimité de ces algorithmes. Moi, je défends l'idée que, vu l'évolution du monde, on va avoir de plus en plus besoin d'algorithmes cadenassants, contraignants, d'une certaine manière liberticides, parce qu'ils ont une efficacité redoutable. Après, on discutera avec Antoinette souvent des frontières de cette algorithmisation du monde, mais c'est vrai que c'est une nouvelle forme de gouvernance qu'il faut absolument questionner. Oui. J'avais envie de partir d'un exemple tout simple et tout concret. Ce matin, on annonçait la fin des films enfants non admis qui seraient remplacés par un système plus souple. Et on a appris par la même occasion que l'instance chargée de décider quel film serait adapté pour telle tranche d'âge, ce serait non pas une autorité morale publique humaine, mais un algorithme alimenté par les distributeurs de films qui encoderaient simplement le nombre de scènes de violence, de sexe, etc., qui ne sont pas souhaitables. Et ce point qui a apparemment été pas du tout contesté, parce qu'on a même loué que c'était un accord entre toutes les communautés, en ce compris la germanophone et la communauté la coconne à Bruxelles. Et donc, voilà, est-ce qu'un sujet aussi sensible, subjectif, humain, et difficilement traitable comme le cinéma, quel est l'avantage de confier une décision à un algorithme? Est-ce que c'est un modèle à suivre? Est-ce que c'est une aberration? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pourquoi les algorithmes? D'abord, ça serait quand même intéressant de se poser la question, à mon avis, qui est le point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a besoin d'algorithmes parce qu'il y a des situations qui sont extrêmement complexes, que les hommes ne sont pas à même de gérer par les moyens cognitifs classiques. Et donc, moi, je travaille sur des choses très, très concrètes. Prenez par exemple la mobilité dans Bruxelles. Comme vous avez vu, c'est une complexité effarante. Et donc, tout le monde utilise Waze, ou tout le monde utilise déjà des dispositifs algorithmiques parce qu'on se rend bien compte qu'il va falloir être aidé d'une manière ou d'une autre, et que c'est pas des agents de police qu'on va mettre dans tous les carrefours qui vont aider à, si vous voulez, à un peu liquéfier et un peu résoudre cette... Donc on sent que, et de fait, les gens utilisent. Alors, à partir du moment où ils le font de manière assez spontanée, pourquoi pas les rendre encore plus efficaces. Un autre exemple, ce sont tous des sujets sur lesquels je travaille. C'est le décret inscription, que certains peut-être dont certains parents ont peut-être été victimes, mais c'est un algorithme. C'est un algorithme qui décide de l'affectation des enfants dans les écoles du primaire, du secondaire même, de plus en plus.
plus. En France, il y a Parcoursup, qui est une autre algorithme qui décide de là. Bon. Alors, pourquoi? Parce que c'est un sujet complexe, parce qu'il y a pas suffisamment d'écoles pour les enfants, il y a des écoles qui sont plus prisées que d'autres enfants, et donc on avait des mécanismes de dispositifs humains de sélection des enfants pour les écoles. On a décidé, alors on en discutera, mais on a décidé d'algorithmiser, parce qu'au départ, c'est compliqué. Voilà. Et donc, on se rend compte. Alors, est-ce que tout se prête à algorithmisation? Est-ce que tout est compliqué? Alors, la censure, c'est-à-dire accorder à un film le droit d'être vu à partir de quel âge, etc. Là, j'ai du mal à comprendre l'apport de l'algorithme, sauf que l'algorithme peut le faire très facilement, puisqu'il pourrait brasser. Enfin, généralement, on dit les algorithmes, ce qu'ils ont aussi, c'est que ils peuvent s'appliquer d'une même manière par exemple, dans le cas des écoles, par exemple, ça marche pareil pour toutes les écoles ou ça marche pareil pour toutes les universités. Dans le cas des films, je suis moins à l'aise. Je vois pas l'argumentaire, si vous voulez, qui justifie. Bon, donc vous me l'avez appris, hein, cette histoire d'algorithme. Oui, alors, moi, je pense qu'il faut d'abord savoir en fait, comment s'est construit cet algorithme. Est-ce qu'il s'agit d'un système expert, tout simplement, c'est-à-dire auquel on applique les règles? Il y a des règles, par exemple, qui peuvent avoir été décidées par des experts suite à des délibérations, suite à des conventions, etc. Pour dire certains contenus ne sont pas adéquats pour des enfants de moins de X années. Ça, c'est une règle. Alors, on peut avoir des algorithmes qui simplement appliquent cette règle. Ça, c'est pas très compliqué. Dans ce cas, les informations sont fournies par les distributeurs. Voilà, et c'est simplement, ça c'est ce qu'on appelle les systèmes experts. Mais je ne sais pas comment est fabriqué cet algorithme, mais si par contre ces algorithmes sont fabriqués comme des machines apprenantes, machine learning, ça veut dire qu'elles apprennent. C'est-à-dire que les règles ne sont pas fixées d'avance, si vous voulez, que les critères ne sont pas fixés d'avance, mais qu'ils vont découler de l'analyse des données relatives aux utilisations des utilisateurs. Et donc là, ça pose toute une autre série de problèmes, parce que ça voudrait dire que la norme qui était précédemment décidée, fixée, d'une façon évidemment potentiellement contestable, éventuellement politiquement suspecte ou idéologiquement suspecte, que cette norme elle ne serait plus décidée d'avance, elle dépendrait des comportements de tous. Et donc, il y a une sorte de prétention à une forme de neutralité axiologique qui serait tout simplement, en quelque sorte, une algorithmisation ou une automatisation de la tyrannie de la majorité, si on veut dire les choses très simplement et caricaturalement. Hein. Ça peut être un peu... Alors, et là, je vois un problème. Est-ce que les usages non délibérés, chacun dans son coin, par exemple de contenu culturel sur Netflix, imaginons, hein, sur une plateforme comme ça, est-ce que simplement la juxtaposition non discutée, non délibérée des usages par chacun peut produire ou doit produire une norme qui ne doit pas être délibérée? Là, je ne suis pas tout à fait certaine. Voilà ce que j'en dirais. Dans Netflix, alors moi je sais pas comment il fonctionne hein, ton algorithme, mais par exemple Netflix, évidemment fait tourner des algorithmes à longueur de temps. Et là c'est un point qui est assez important parce que Netflix prédise le genre de film que vous êtes susceptible de voir sur base des films que vous avez vus et des autres usagers de Netflix. Moi j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'on a une capacité. Les êtres humains sont très prédictifs. Je sais que ça va peut-être être un moment d'achoppement avec Antoinette parce que les êtres humains sont extrêmement prédictibles. On le voit. Tous les algorithmes, moi je fais tourner les algorithmes, je peux prédire assez bien, en sachant les derniers films que vous avez vus sur Netflix, je peux prédire avec une assez bonne fiabilité les prochains films que vous allez voir. À partir de ce moment-là, hein, bon ça c'est la prédiction, et ça marche bien, parce qu'en fait les gens se ressemblent, c'est exactement comme ça que fonctionnent les algorithmes d'Amazon, et les algorithmes de Netflix fonctionnent exactement comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette prédiction ? Et pour moi, là, en effet, c'est là que la norme apparaît. Il n'y a pas de norme dans la prédiction. La prédiction, elle est bonne ou pas bonne, mais on peut dire qu'une prédiction est bonne, puisqu'on peut tester la qualité de la prédiction. Je peux dire, OK, demain, tu vas aller voir ce film-là, et puis je regarde ce que tu vas voir demain, et ben, si tu vas pas voir le film que j'ai prédit, en effet, la prédiction est incorrecte. Mais donc, on peut valider de manière très formelle la qualité d'une prédiction. Mais une fois qu'on a prédit, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette prédiction. Et là, c'est là qu'on peut, en effet, moi par exemple, je suis effaré du fait que Netflix va se servir de cette prédiction pour faire de la recommandation et va uniquement se baser sur la prédiction. C'est-à-dire que les algorithmes style Amazon et Netflix disent le prochain film que tu dois voir, et le prochain film que d'ailleurs que je te recommande d'aller voir, c'est celui que j'ai prédit que tu allais aller voir.
Et ça, c'est un peu débile parce que, en gros, on ouvre une porte ouverte. Tu étais quand même spontanément amené à le voir, mais pour être sûr que tu le rates pas, on va te faire un lien qui fait que, bon, ben, c'est presque le seul lien où tu pourras... Donc, en fait, la recommandation est basée sur la prédiction. Et c'est là que, de fait, on peut discuter d'une autre manière de faire. On pourrait dire, ben non, ben, je vais te prédire justement ce que j'avais... je vais te recommander ce que j'avais absolument pas prédit que tu allais voir. Ou je vais recommander au hasard. Je vais recommander au hasard. Revenir sur la notion de démocratie, est-ce que la recommandation algorithmique et l'algorithme en général ne va pas quelque part en l'encontre du gouvernement au profit de la gouvernance? C'est pour ça que j'employais ces deux mots au débat. C'est-à-dire de supprimer le débat public. En disant c'est une affaire de techniciens et l'algorithme, c'est trop compliqué, donc l'algorithme va s'en charger. Alors, bon, ça dépend. Dans le cas de Netflix, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il y ait ce genre d'enjeu. Mais je pense à d'autres. On peut imaginer d'autres scénarios où on remplace en quelque sorte la loi générale et abstraite par ce qu'on peut appeler des micro-directives, c'est-à-dire des normes. Vous savez, par exemple, il y a cette idée qu'on doit se comporter en bon père de famille. Se comporter en bon père de famille, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est écrit dans la loi, mais qui est sujet à interprétation par un juge. Est-ce qu'on s'est comporté en bon père de famille, oui ou non? Alors, on peut remplacer ça, qui est très vague dans la loi et qui laisse une marge d'appréciation très importante au juge, par une analyse très fine du contexte dans lequel chaque individu se déplace et a à prendre des décisions, de manière à produire pour l'individu des recommandations d'action qui sont fondées sur l'analyse de tout son environnement et une recommandation donc de l'action optimale. Donc on ne va plus lui dire de se comporter en bon père de famille, on va lui dire « Ah non, c'est plus ce standard-là, c'est même plus une règle, on va lui dire « Tu fais ça ». Et là, on a un problème. Là, me semble-t-il, on a un problème parce que on n'a plus affaire à des normes. D'abord, on n'a plus affaire à des normes qui sont générales et abstraites, et donc par rapport auxquelles il peut y avoir une action publique, une action collective, une délibération collective à propos de finalement de la légitimité de la norme, de son caractère souhaitable, etc. Et aussi, il y a cette idée que finalement, nous ne sommes plus des citoyens, c'est-à-dire que nous ne faisons plus partie d'un collectif de citoyens, nous ne sommes qu'une collection d'individus juxtaposés, qui ont finalement à évoluer dans un espace commun, un petit peu comme des boules de billard qui évitent de s'entrechoquer. Et c'est tout. Ça ne fait pas du projet, ça. En fait, quand on a des normes ou même des recommandations diverses qui sont trop personnalisées, c'est-à-dire que finalement, l'idéal, ou si vous voulez, on pourrait dire une sorte d'institution imaginaire ou de désinstitution imaginaire de la société qui est produite par ce que moi j'appelle l'idéologie technique des data science, qui est une idéologie d'hyper-individualisation. Cette idée que l'environnement doit être adapté et optimisé. Par environnement, j'entends les normes, les recommandations, enfin les normes, c'est-à-dire les directives, les recommandations, etc., doivent être adaptées pour chacun. Votre environnement informationnel doit vous être parfaitement adapté grâce à des profilages, etc. Donc une juxtaposition de microbulles très individuelle, très individualisante. Mais qu'est-ce que ça supprime? Finalement, ça fait qu'on a une sorte d'hypertrophie des sphères privées, contrairement à ce qu'on dit généralement, plus de vie privée, etc. Non, une hypertrophie des sphères privées de chaque individu, qui est enfin satisfait, qui se voit satisfait dans sa pulsion d'hyper-individualisation et dans sa haine de la moyenne. À nous, plus personne d'entre nous ne veut qu'on s'adresse à nous comme faisant partie d'une catégorie statistique toujours un peu trop large pour soi, ou comme faisant partie d'aucune moyenne. Donc il y a cette idée d'une hyper-individualisation, mais qui est aussi en fait une hypotrophie de l'espace public. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un espace public? Par espace public, j'entends espace de délibération à propos de la chose commune, irréductible à la simple juxtaposition des intérêts individuels. Vous voyez, le problème, et ça c'est un problème normatif, et je pense qu'on touche au problème vraiment de la démocratie, c'est une sorte de désertification de l'espace public au profit d'une juxtaposition et d'une maximisation chaque fois de logiques sectorielles hyper fractionnées, logique sectorielle d'entreprise, mais logique sectorielle ou logique très individuelle, l'optimisation de l'environnement de chaque individu, au détriment d'une réelle possibilité de remettre en question, y compris ses propres préférences, en les frottant à celles des autres. Alors l'exemple le plus évident, évidemment, ce sont les campagnes électorales.
Et l'usage qui a été fait récemment, que ce soit dans les campagnes électorales de Donald Trump ou de notre voisin Macron, l'utilisation de questionnaires en porte-à-porte, notamment par Macron, pour recueillir ce que chacun des Français avait à redire relativement à l'année écoulée. Quels sont vos problèmes individuels? Quels sont les problèmes ménagers auxquels vous êtes confrontés? Qu'est-ce qui ne va pas dans la France de votre petit point de vue? Et puis, tout ça a été enregistré, transcrit sous forme de données numériques et traité par des algorithmes, par une boîte qui faisait du data mining et qui a permis comme ça de faire une sorte de diagnostic de l'état de la France, qui a servi à Macron à faire son programme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir réellement des espaces publics dans lesquels les gens ont pu confronter leurs propres impressions, leurs propres préférences, leur propre perception de leurs problèmes à ceux de leurs voisins, chacun a simplement transcrit ces problèmes sans les avoir confrontés. Et donc là, ce qui disparaît, c'est l'aspect oppositionnel, confrontationnel de la politique. En fait, c'est plus de la politique, c'est de l'optimisation d'un état de fait qui est exactement l'inverse de ce qu'est la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? Ce n'est pas l'optimisation de l'état de fait, c'est au contraire transformer les causes de l'état de fait afin d'arriver à proposer autre chose qui transcende cet état de fait pour en faire quelque chose de plus soutenable, de plus vivable. Or, ce que ça a fait, finalement, ça a transformé le citoyen en consommateur. Le consommateur est roi. Qu'est-ce que vous voulez comme offre politique? Et on vous donne l'offre politique. Et tout va un peu dans le même sens. Quand on voit des politiciens qui réagissent sur le mode, non pas du politicien, mais du sismographe, au moindre frémissement sur Twitter, c'est exactement la même chose. Donc et je pense que là, on touche à un problème qui est en fait plutôt une sorte d'hypertrophie de l'espace privé au détriment et de l'optimisation individuelle. D'ailleurs, les individus se pensent comme ça aussi aujourd'hui. Je dois optimiser mon capital humain numérisé, obtenir un maximum de likes, de reposts, de retweets pour avoir enfin l'impression d'exister. On est vraiment là-dedans. Et le mauvais réflexe du droit et des juristes en général, c'est d'encore rajouter une couche d'individualisation en disant on va protéger votre vie privée, vos données personnelles, on va même faire en sorte que vous puissiez éventuellement les vendre. Et au lieu d'ouvrir sur les enjeux qui sont vraiment structurels et collectifs, on rajoute une couche d'hyper-individualisation. Il y a un politicien flamand qui, jadis, comparait le travail du politique avec celui du disc-jockey, qui est celui qui donnait la musique que les gens avaient envie d'entendre avant qu'ils l'aient imaginé. Est-ce que Hugues Bersini, est-ce que le monde numérique tel qu'il se profile, auquel vous travaillez, est-il compatible avec un débat, avec un espace de confrontation et d'innovation aussi? J'étais un peu perdu dans le propos d'Antoinette, donc je suis pas sûr de voir des algorithmes partout. Enfin, parce qu'on est parti du bon père de famille, et là, j'ai aucun doute qu'il n'y aura jamais d'algorithme, de système même domotique qui vont formater le comportement du père de famille. Pour la bonne et simple raison que même si éventuellement on peut imaginer un système qui filme à domicile et qui renvoie des informations à une espèce de méta-juge algorithmique, personne n'est d'accord pour définir ce qu'est un bon père de famille. Et donc la grosse limite de l'algorithmisation, c'est la fonction de coût social. Et dans le cas de l'éducation, je pense qu'il n'y a aucune possibilité d'attribuer, en tout cas dans nos pays à nous, personne ne se mettrait jamais d'accord sur... On pourrait imaginer que l'algorithme, une fois qu'on lui a défini un père idéal, une espèce de comportement, le nombre de claques, on pourrait même imaginer qu'un algorithme puisse comptabiliser le nombre de claques ou la manière dont on donne à manger, il pourrait faire une analyse d'image. On pourrait imaginer cela, mais personne ne se mettrait d'accord sur la fonction coût à maximiser. Donc je suis un peu perdu quand tu es parti du père de famille optimal. Non, mais le bon père de famille, c'est un concept juridique en fait. Ouais, par exemple, quand on est sur une route, on doit se comporter en voiture comme un bon père de famille. C'est-à-dire que même si toutes les règles ne sont pas là, il y a un critère d'appréciation du caractère raisonnable de la conduite. Ouais, d'accord. Alors pour la conduite, là, je suis d'accord. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses qui se prêtent à l'algorithmisation et il y a des choses qui s'y prêtent pas du tout. Et donc, il y a quand même déjà une limite d'envahissement des algorithmes. Bon, donc la conduite, on peut définir une bonne conduite.
on peut définir une bonne conduite, les limitations de vitesse, pas traverser une ligne jaune, pas brûler un feu rouge. Donc il y a manière, de fait, les codes de la route existent parce que les gens sont incivils. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a et c'est bien les règles qui se prêtent le plus facilement à l'automatisation, puisque la voiture autonome existera, et la voiture autonome existera sans code de la route, parce qu'à partir du moment où d'ailleurs les codes de la route ne sont pensés que pour les déviants humains, parce que si les humains étaient formidables, il n'y aurait même pas besoin. Enfin, si c'était formidable, et s'ils avaient un pouvoir d'anticipation extrême, parce qu'en fait, il y a deux raisons pour lesquelles il y a un code de la route, c'est que les gens sont déviants, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas tout anticiper. Donc il faut les aider, il faut leur donner un petit coup de pouce. Mais avec les voitures autonomes, il y aura plus de problèmes. Donc ça prouve bien que dans ce cas-ci, on peut tout algorithmiser. La voiture, le code de la route peut s'algorithmiser. Le bon père de famille, l'harmonie familiale, etc. Même les Chinois dont on parle toujours, parce qu'avec leur fameux crédit social, ça se limite à très peu de choses. Le crédit, ils mettent pas les caméras dans les familles encore. Je veux dire que d'une certaine manière, il y a plus de vie privée dans les maisons en Chine. Surprenant que ça puisse sembler. Il y a moins d'assistants domotiques dans les maisons en Chine, mais en effet, on entend surtout parler du feu rouge ou de la personne qui traverse pas. Bon, et à ce moment-là, il y a une espèce de crise. Alors, on peut ne pas aimer cette évolution si vous voulez essayer. On formate les comportements, en tout cas les comportements du bon citoyen dans la ville. Et là, on peut le faire parce qu'on sait que normalement, on peut pas traverser. Mais donc, ce que je comprenais pas dans ta démonstration, c'est les limites de la portée de ça. Est-ce que tu es d'accord parce que par exemple, si tu es d'accord que les algorithmes t'empêchent de violer le code de la route, puisque là aussi, on peut définir ce qu'est un bon père de famille. Est-ce que tu es d'accord pour ce type d'algorithmisation-là, qui déjà, il y a beaucoup de juristes qui y opposent. Moi, j'ai déjà eu des débats avec des juristes, notamment autour d'un dispositif qui empêchait la voiture de démarrer quand on y rentrait avec la laine embuée d'alcool. Et tous les juristes sont contre moi. Alors, je sais pas quelle est ta position, mais ce dispositif existe, mais les juristes trouvent que c'est tout à fait normal, qu'on a le droit de conduire en état d'ivresse, même si la loi l'interdit, parce que de fait, on va devoir assumer ses actes, on va devoir rendre compte de ses actes, il y a un tribunal judiciaire qui va se mettre en place. Moi, ma position, c'est que non. Moi, je suis pour le dispositif qui empêche la voiture de démarrer quand on y entre en état d'ivresse. Même si ça m'arrive, je ne pourrais plus jamais prendre la voiture, moi, parce que ça m'arrive assez fréquemment. Mais voilà, bon, il faut assumer aussi ses prises de position. Mais les juristes, en général, sont contre. Est-ce que toi, tu es contre parce que là, le bon père de famille, il ne conduit pas sa voiture en état d'ivresse. Alors, exactement. D'ailleurs, si le bon père de famille est pris à conduire en état d'ivresse, il a des problèmes. Ouais. Mais non, alors là, moi, je suis pas. Oui et non. C'est nouveau. Oui, mais dans ce cas-là, je trouve ça nettement moins problématique que dans d'autres cas, dans la mesure où le fait de prendre sa voiture en état d'ivresse n'est pas un self-regarding act. C'est pas une liberté qui ne concerne que moi. Je mets la vie d'autrui en danger, donc c'est quelque chose. Et déjà, c'est un acte qui est en soi illégal. Mais il peut y avoir des situations dans la vie où on est vraiment, vraiment, vraiment très pressé de démarrer parce qu'on a un enfant qui s'est brûlé avec la friteuse à la maison. Il faut le conduire vite, vite à l'hôpital. On n'a pas nécessairement le temps de mettre sa ceinture de sécurité. Ou il serait même contraire à l'idéal du bon père de famille de passer le temps de mettre sa ceinture de sécurité avant de démarrer. C'est statistiquement très rare. Si tu t'intéresses de la vie d'autrui... mais l'argument est statistique. L'argument est statistique. L'enfant brûlé et qu'on doit conduire à l'hôpital, ça arrive une fois sur 1 million, alors que le nombre d'accidents que commettent les conducteurs en état d'ivresse, ça arrive très souvent. Mais je dirais que la gouvernementalité algorithmique, déjà ça je ne mettrais pas dans la gouvernementalité algorithmique parce que c'est ça que j'essaie de savoir. Qu'est-ce que tu mets là-dedans ? Pour moi, la gouvernementalité algorithmique implique une modélisation du comportement humain à l'échelle vraiment individuelle. Or ici, c'est pas une modélisation du comportement humain. Toute personne, quel que soit son profil, si elle empeste l'alcool, ne va pas pouvoir démarrer. Ou si elle n'a pas mis sa ceinture. Donc, y a pas de mot, pour moi, ça ne rentre pas nécessairement là-dedans. Et je trouve ça moins problématique. Par contre, en règle générale... Mais dis-moi un exemple avec un algorithme qui te choque, qui existerait déjà, parce qu'on peut après fantasmer sur l'envahissement des algorithmes qui te choque. Oui. Alors, un algorithme qui me choque, c'est par exemple les algorithmes de ce qu'on appelle de justice prédictive, qui sont utilisés notamment aux États-Unis, mais pas seulement, pour prévoir ou pour donner des recommandations aux juges de l'application des peines relativement au risque de récidive d'une personne qui aurait demandé sa libération conditionnelle. Là, ça me choque. Que l'algorithme prenne la décision ou que l'algorithme fasse la prédiction ? Alors, ça ne change rien du tout parce qu'en fait, on dit que c'est des algorithmes qui ne font que de la recommandation, mais il va de soi que pour un juge humain, s'écarter d'une recommandation algorithmique, et ça veut dire quoi ? Une recommandation algorithmique qui dirait il faut maintenir ce monsieur en détention parce qu'il a un score de
75% de risque de récidive. Le juge, ayant connu personnellement cette personne et l'ayant rencontrée, est intimement convaincu qu'effectivement, il n'y a pas de risque de récidive, que ce type a vraiment avantage à être relâché plus rapidement à des fins de réinsertion sociale, etc. Mais l'algorithme lui recommande de le maintenir en détention. Quel juge sera suffisamment courageux pour aller contre la recommandation algorithmique et pour éventuellement avoir à justifier le fait aussi d'aller contre la recommandation algorithmique dans le langage algorithmique? Parce qu'on ne va pas contre une direction algorithmique argumenter dans un langage humain et linéaire avec des mots et des poèmes de Ronsard lorsqu'on a un pourcentage en face qui a l'autorité du chiffre. Donc ça devient très très difficile. Alors, ce n'est pas de la faute de l'algorithme. Tout dépend, si vous voulez, la force normative d'une recommandation algorithmique et le fait que systématiquement, presque systématiquement, elle se transforme en fait en de la véritable décision par le fait que les humains obéissent, ça ne dépend pas de l'algorithme en fait. Ça dépend de tout le contexte socio-technique. Il y a par exemple des entreprises qui seront plus ou moins favorables à la prise d'initiative et prise de risque de leurs employés et d'autres beaucoup moins. Ça va conditionner évidemment l'attitude de l'agent humain. Mais donc tu refuses dès la prédiction, tu ne veux même pas la prédiction. C'est-à-dire que les 75%, tu ne veux pas qu'un algorithme soit là pour... Je dirais que la prédiction, elle est extrêmement utile à la fois, parce qu'elle peut en quelque sorte aussi débiaiser le jugement humain dans un certain nombre de cas. Donc c'est là que tu l'acceptes. Les 75%, tu l'acceptes. Alors, à certaines conditions. Il faut que les conditions, mais socio-techniques, c'est-à-dire de l'ensemble du dispositif, pas seulement de l'algorithme, soient remplies pour ne pas donner à l'algorithme plus d'autorité qu'il ne doit en avoir. Pour ne pas donner à la recommandation algorithmique plus d'autorité. Et donc il faut de l'interprétation. Donc le juge peut dire, OK, même si l'algorithme me dit qu'il a des chances importantes de récidiver, je vais le libérer malgré tout. Et parce qu'en effet, je pense qu'il y a certaines choses que l'algorithme n'a pas pris en considération, donc il peut questionner, si vous voulez, la validité de l'algorithme. Alors tu me dis, ça va être difficile à faire parce que de fait, il pourrait y avoir un retournement si en plus il s'avère que la personne commet une récidive. Alors ça serait une catastrophe parce qu'on le dira, ben, l'algorithme te l'avait dit et tu n'as même pas suivi. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, le juge pourrait quand même encore se défendre en disant, ben, il y a quand même le fameux biais, il y a une chose qu'on n'a pas prise en considération. Si on l'avait prise en considération, c'est-à-dire si on avait pris cet attribut en considération, ça serait pas 75%, ça serait 40%. Mais donc le juge pourrait, mais il doit jouer alors le jeu de l'algorithme. C'est-à-dire il doit dire, votre algorithme m'avait dit. Et puis même 75%, ça laisse 25%. C'est-à-dire que lui, s'il y avait 25% de possibilité que l'algorithme se soit trompé d'une certaine manière. Et donc, voilà. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est pas l'algorithme qui doit décider oui ou non de libérer la personne. Et que de fait, 75%, c'est déjà pas 100%. Et même si c'était 100% de récidive, c'est-à-dire que même si on est sûr, on ne pourra jamais l'être parce que de toute façon, on ne sait pas tester cela. Mais même si il doit y avoir moyen, c'est-à-dire moi, je suis d'accord avec toi que dans des décisions si sensibles que cela, il faut laisser, mais j'avais l'impression que toi, tu freinais, si tu veux, sous prétexte que de fait, le juge va avoir du mal à se retourner contre l'algorithme, tu freinais dès l'utilisation de la prédiction, quoi. Alors que la prédiction peut être utile. Alors, elle peut être c'est une aide à la décision, c'est une aide à la prise de décision. On en a discuté tout à l'heure. Je pense même qu'à condition de revaloriser, à la fois que les juges acquièrent une culture algorithmique, c'est-à-dire qu'ils ne mystifient pas ces dispositifs. Parce que c'est ça le risque, c'est d'accorder trop d'autorité au résultat de ce qui n'est qu'un résultat d'un calcul. Alors un juge qui obéirait au résultat d'un calcul ne décide pas. C'est plus un juge, c'est une machine à calculer. Hein, ça n'a rien à voir. C'est un métier tout à fait différent. Donc que le juge s'en serve comme un outil qui n'a rien à voir avec sa pratique à lui, qui est une pratique d'évaluation, qui est une pratique de jugement. Et juger, c'est quoi? Juger, c'est trancher sur fond d'indécidabilité. Et qu'il conserve toujours bien en tête que c'est indécidable, même si ça a été calculé, qu'il y a de l'incalculable, même si ça a été calculé, et que le juge devienne capable même d'interpréter le résultat de l'algorithme comme étant, à la limite, l'inverse, ou incitant à questionner la réalité sociale qui a été utilisée pour entraîner l'algorithme. On en parlait tout à l'heure, on peut servir des prédictions algorithmiques comme d'un miroir de la réalité sociale, puisque les algorithmes ne font finalement qu'enregistrer des biais sociaux, et les reproduire assez passivement, eh bien, pourquoi ne pas considérer justement qu'un résultat de 75% de risque de récidive chez quelqu'un, alors que le juge connaît par ailleurs, montre bien qu'il y a des biais, qu'il y a probablement des biais dans les données, c'est-à-dire des biais dans la réalité sociale, que par exemple, c'est pas de la faute de l'algorithme, c'est de la faute de la réalité sociale et de la paresse de la pensée,
et peut-être aussi du manque de courage, qui est qu'on ne peut jamais se fier, si vous voulez, à une rationalité purement statistique et inductive. La corrélation ne suffit jamais à donner les raisons, et qu'il s'agit de s'interroger sur les raisons de la présence de n'importe quelle corrélation. S'il y a, par exemple, dans le cas est connu, l'algorithme de justice prédictive Compass aux États-Unis, qui systématiquement donne des scores de risque de récidive beaucoup plus importants pour les personnes noires américaines que pour les blancs. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, l'algorithme prend en compte pour son calcul le nombre de fois qu'il y a eu des arrestations au faciès, en quelque sorte, que les gens ont été interpellés par des policiers dans la rue pour des contrôles d'identité, etc. Or, on sait que les Noirs sont beaucoup plus souvent interpellés par les policiers aux États-Unis que les Blancs. Du coup, ça, si vous voulez, c'est pas que ça fausse l'algorithme. L'algorithme, lui, il fait ce qu'on lui a demandé. Simplement, la réalité sociale est biaisée. Et c'est vrai que la seule transcription sous forme numérique d'une réalité sociale biaisée ne purge pas cette réalité sociale de tous ces biais, bien entendu. Je vais te dire que là, grâce à l'algorithme, on s'est rendu compte qu'il y avait une discrimination horrible dans la prise de données. C'est l'algorithme qui l'a révélé. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'algorithme, sans doute que les juges auraient continué à pratiquer d'une manière qui est tout aussi condamnable que l'algorithme. Mais l'algorithme a révélé le biais. Et donc, c'est grâce à l'algorithme. Donc là, heureusement qu'on a un algorithme pour si tu veux, d'une certaine manière, expliciter et parce que de fait, l'algorithme, il faut, parce que les gens font un peu mal, tu fais pas ce mélange, mais il y a beaucoup de mélanges qui sont faits. L'algorithme est responsable. L'algorithme est responsable de rien. L'algorithme, simplement, il a un pouvoir, si tu veux, d'induction. Il met un nombre sur une réalité statistique. Cette réalité statistique, après, il faut l'interpréter. Et en fait, elle est le reflet de, comme tu l'as dit, d'une base de données qui était dès le départ très discriminante. C'est-à-dire qu'on forme des bases de données. Alors, est-ce que après, c'est vrai que c'est là que commence le débat. Est-ce que de fait, les Noirs américains sont plus pourquoi les Noirs américains se retrouvent plus dans les bases de données? Est-ce que c'est parce que c'est la réalité sociale? On les tire au hasard, si tu veux, et il y a plus de délinquants dans cette population, mais on sait bien qu'on les tire pas au hasard. On sait bien que de fait, par le simple fait des enquêtes policières, ils sont surreprésentés dans les bases de données. Mais pourquoi? Donc voilà. Donc grâce à l'algorithme, donc c'est formidable qu'on ait l'algorithme. Donc moi je dis, voilà. Il y a eu tout un débat sur ça grâce à l'algorithmisation. Oui, mais le problème justement, c'est un problème vraiment de compréhension ou de la manière suivant laquelle l'idéologie technique des big data est vendue aujourd'hui. Je ne dis pas la manière dont les gens fabriquent ces algorithmes, mais la manière dont c'est vendu aujourd'hui. En fait, il y a cette idée que grâce aux big data, on aurait accès à la réalité non biaisée, à la réalité même, que les données sont le langage du monde et le langage des choses non interprété, donc absolument objectif. Vous voyez, il y a cette idée-là qui est très forte. Or, ce que donnent les modélisations algorithmiques, le résultat d'une modélisation algorithmique, c'est quoi? Ça ne dit absolument rien de la matérialité du monde, de la réalité, des faits actuels ni passés. Ce que produisent les algorithmes, ce sont simplement des espaces spéculatifs, c'est-à-dire des espaces d'opportunité pour l'action, ou des espaces d'optimisation. C'est-à-dire à partir du moment où vous pouvez détecter que telle personne a 75% de chance de vouloir acheter un voyage aux Caraïbes pour telle période, ça c'est un espace d'optimisation, c'est un espace spéculatif, ça vous permet d'agir par avance. Ou de même que les algorithmes de trading à haute fréquence... Oui, mais c'est vrai, mais les 75% sont vrais, de nouveau, ils sont vrais. Après, la manière c'est aussi vrai qu'une spéculation, c'est-à-dire que c'est pas spéculatif, c'est parce que... C'est probabiliste. Bah oui, mais c'est vrai. Alors... 75%, c'est vrai, c'est une vérité statistique. C'est-à-dire qu'en fait, on a regardé tous les gens qui avaient exactement le même comportement que cette personne, et 75% des gens ont fait ce voyage aux Caraïbes. Donc c'est une réalité statistique qui vaut ce qu'elle vaut, parce que c'est statistique. Mais c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on la réalité est comme ça, la réalité sociale est comme ça. Alors là, je suis pas d'accord, parce que quand on fait... on a enfin trouvé un... on y est. Alors, je suis pas d'accord, parce que, en fait... Quand on fait, je vais donner un autre exemple, des algorithmes de reconnaissance d'images qui permettent de reconnaître des émeutes dans une ville ou des risques d'émeutes, c'est-à-dire des rassemblements dans lesquels il y a des risques de troubles pour la paix publique. Ces algorithmes sont entraînés, sont des algorithmes apprenants, qui sont entraînés sur des jeux de données qui, par exemple, ont été produits, je ne sais pas moi, en Afghanistan, à Beyrouth, n'importe où, et puis ils sont utilisés à Paris. Ils sont utilisés à Paris. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça décrit? C'est une réalité absolument composite qui offre des prises directes pour une action sur quelque chose qui n'a d'existence que sur le mode de la potentialité. Il va peut-être y avoir des actions
de personnes non identifiées, mais qui vont poser un problème peut-être pour la paix publique ou pour la sécurité publique. Et donc on agit par avance sur quelque chose qui n'existe. Oui, on peut dire que ça existe. J'essaie de comprendre ton raisonnement, parce que tu sous-entends que l'Afghanistan et Paris, ça n'a rien à voir. Mais si c'était des données sur Paris, c'est-à-dire si on faisait une statistique sur Paris et que du coup les algorithmes nourris de données, si tu veux, uniquement prises sur la ville de Paris, prédisent que voilà, c'est un début d'émeute qui risque de mal tourner parce que statistiquement ce genre de début d'émeute tourne mal. Parce qu'on a suffisamment de données pour ça. Là, tu n'as rien contre l'utilisation. Parce que l'Afghanistan, je suis d'accord, c'est pas Paris, mais ça serait débile d'utiliser l'Afghanistan pour prévoir Paris. Ce sont des autres données qui sont importées au départ d'une autre portion de la population qui est ailleurs, dont il est inféré un savoir, si on peut appeler ça savoir, un savoir spéculatif à propos d'une population qui n'a rien à voir avec la population dont émanent les données. Ça, je suis d'accord, mais il ne faut pas faire ça. Mais qui va faire ça? Mais moi, je trouve que la personne qui fait ça, elle se trompe. Je remets tout à fait en question ça. Ça se fait actuellement au niveau de la... c'est mal fait, alors ça, c'est très critiquable. Alors, un autre exemple, la détection du risque de non-remboursement de crédit. Disons que j'habite à Saint-Josse-ten-Noode, un exemple au hasard, et voilà que je demande un crédit. Moi je travaille au FNRS, un boulot assuré, super bien payé, pas de souci. Je suis dans la recherche, je gagne de l'or en barre. Et donc, je veux m'acheter une résidence secondaire. Et je prends un crédit pour ça. Je veux avoir un crédit. Seulement, dans mon quartier, eh bien, il n'y a que des gens qui ont du mal à rembourser leurs dettes. Alors là, la banque regarde mon code postal et peu importe comment moi je me suis comportée par le passé, c'est la première fois de ma vie que je prends un crédit, j'ai un contrat à durée indéterminée, etc., bonne famille, tout ça. Peu importe comment je me comporte, comment mes aïeux se sont comportés et même comment mes descendants vont se comporter plus tard, je n'obtiendrai jamais ce crédit parce que j'habite une commune avec un code postal dans lequel il y a des personnes qui ont des difficultés de remboursement. Ou si j'étais chinoise, score de crédit social, j'ai dans mon réseau équivalent de Facebook, je ne sais plus comment ça s'appelle, des gens qui ont des problèmes de drogue. Moi, j'ai jamais rien touché. Mais je cherche un emploi ou je cherche un appartement, on me refuse ça. Mais je vais continuer. Moi, je suis pour cet algorithme. Voilà, est-ce que cette modélisation-là dit que... Non, je ne dis pas si je suis pour ou si je suis contre. Je dis simplement, ce n'est pas descriptif d'une réalité. Tu vas dire que tu es contre, sinon on ne va pas s'en sortir. La seule chose que je dis, c'est que ce n'est pas descriptif d'une réalité. Mais pourquoi la banque fait ça? Parce que la banque considère que... C'est spéculatif. Oui, bien sûr. Mais toi, dans ton cas, c'est ce qu'on appelle un faux positif ou un faux négatif. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te comporter correctement alors qu'on a prédit que tu allais mal te comporter. On a prédit que tu allais mal... Dans le genre, tu ne vas pas rembourser ton emprunt. Pourquoi on a prédit ça? Parce que la majorité des gens qui habitent ton quartier, bon, je peux continuer sur ton exemple, hein, bon, je ne suis pas sûr que les banques font ça exactement, mais soit, admettons qu'elles le fassent. La majorité des gens qui habitent ton quartier n'ont pas remboursé. Et donc, du coup, toi, tu te retrouves victime d'une généralisation, ce qu'on appelle d'ailleurs une surgénéralisation en matière de... Bon, et la banque dit, voilà, ils ne vont pas t'accorder le crédit parce que, en fait, malheureusement, tu es victime de... Voilà, donc on pourrait très discuter. Mais le problème, c'est que s'ils l'accordaient trop facilement à ceux qui habitent ton quartier, et qui majoritairement ne remboursent pas leur crédit, la banque fait faillite. Et donc, du coup, c'est une banque qui ne peut plus prêter à qui que ce soit. Donc, c'est assez normal que la banque se prémunisse d'un certain risque et qu'elle le fasse au détriment de certains. Mais ça, c'est le biais de, malheureusement, il y a des... Bon, alors, je suis d'accord qu'un banquier un tout petit peu plus assidu pourrait dire, en te voyant, en te questionnant, interrogeant, améliorer un tout petit peu en sachant qu'il y a déjà ce 80% qui t'expose mal, enfin, qui te prédestine assez mal, mais il pourrait un tout petit peu discuter de cela, etc. Mais le problème, c'est que si on ne prend pas en considération les 80%, le banquier trop laxiste qui serait empreint d'une générosité, etc., fait que la banque fait faillite dans les mois qui viennent. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi, en fait, ce que je voulais dire, je sais bien que ça te fâche, mais je suis pas contre, en fait. Je sais pas, l'enjeu n'est pas celui-là. On ne sait pas si tu es contre ou pour. Mais justement, non, parce que moi, mon enjeu, comme j'ai dit au départ, c'est de voir quels sont les curseurs qui bougent. Comment change... Comment est-ce qu'on attrape un mauvais score, en fait? Comment est-ce que ça s'attrape? Alors, on peut dire qu'il y a une nouvelle forme de déterminisme, mais qui n'est plus articulée à ma biographie personnelle, mais qui est articulée à la promiscuité numérique
dans laquelle je me trouve par rapport à des gens qui ont la poisse. Mais ça, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Mais ça pose une question, pourquoi tu te comportes, parce que si tu habites là, il y a une certaine réalité sociale, etc., dont la banque doit s'informer. Alors je dis, la banque, après, on peut tout à fait critiquer le fait que c'est des banques qui accordent des crédits et qui prennent qui essaient de minimiser la prise de risque. Après, c'est le modèle bancaire qu'on peut critiquer. Mais à partir du moment où le modèle bancaire est celui-là, moi, je comprends qu'ils utilisent un algorithme pour essayer justement de le faire au mieux. Mais je ne remets pas, je te dis, bon. Et le fait de la promiscuité, le fait que, bon, parce que tu sais très bien que mon exemple favori dans ces cas-là, c'est la médecine, parce que dans la médecine, ça marche. Si tu as un génome qui te prédestine à un cancer, et qu'on le sait parce que les gens qui avaient le même génome que toi, donc promiscuité, hein, les gens qui avaient le même génome que toi ont développé un cancer qui a mal évolué, etc. Et que grâce à ça, on va te prodiguer un traitement qui va te... Bon, dans ce cas-ci, tu es d'accord, c'est la même chose, ça, c'est du profilage. Je te profile. C'est pas la même chose. Bah si, je te profile au même titre. Je profile une prise de risque. Oui, je profile un risque que tu cours, Pour l'assureur, mais moi je me même l'assureur, c'est la même chose. Tu veux parler de l'assureur. Pour le banquier ou pour l'assureur, c'est la même chose. Non, mais c'est juste le parallélisme. Je ne vois le parallèle entre une prédisposition génétique, en fait, une prédisposition génétique et un risque. Le calcul d'un risque de non-remboursement de crédit, calculé non pas sur mon comportement, ni sur mon génome, ni sur rien qui me concerne, ni sur, en fait, en n'utilisant même aucune donnée à caractère personnel. Merci, là où tu habites. C'est pas nécessairement une donnée tout à fait. On peut même anonymiser ça et encore retrouver. On peut faire du profilage très fin, c'est-à-dire une caractérisation des comportements possibles des individus de façon assez fine, sans même utiliser aucune donnée à caractère personnel. C'est pour ça que les juristes qui s'arc-boutent sur la donnée à caractère personnel sont complètement à côté de la plaque par rapport à ce sujet-là, parce que ça ne touche à rien. Mais par contre, le génome, le génome, il est malheureusement, même si j'hérite d'un risque génétique particulier, mon génome, il est bien dans mon corps. C'est quelque chose d'assez différent. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment comparer ces deux exemples-là. Pourtant, d'un point de vue algorithmique, c'est exactement la même logique. Hein. Mais c'est le même algorithme. C'est le même algorithme. Bien sûr, c'est le même algorithme. Mais sur le plan des effets de gouvernement que ça produit, c'est assez différent. Quand je dis les effets de gouvernement, je dis les algorithmes ne veulent pas gouverner, mais ils produisent des effets de gouvernement en nous dispensant de nous gouverner nous-mêmes le plus souvent. Hein. Mais ils produisent des effets de gouvernement en ce sens que c'est très performatif. Parce que si je n'obtiens pas mon crédit, je ne vais pas obtenir, c'est en chaîne si vous voulez, il y a toute une série de gatekeepers. Quand on n'obtient pas le premier crédit, on n'obtiendra pas le suivant qu'on demande. On n'obtiendra peut-être pas le boulot non plus, on n'obtiendra pas, etc. Et donc en fait... le risque là, c'est d'avoir ce que ça affecte en fait. Quelle est la dimension individuelle que ça affecte, ou au niveau de ce qu'on peut appeler la liberté des individus, ce que ça affecte la dimension de la puissance, c'est-à-dire je ne suis pas reconnu dans la capacité que j'ai de ne pas faire tout ce dont je suis capable. On me reconnaît algorithmiquement capable de ne pas rembourser mon crédit. Et je n'ai pas de possibilité de faire valoir qu'en fait, bien que j'ai ce risque de 89% de ne pas rembourser le crédit, je pourrais quand même le rembourser. Ou bien que j'ai 50% de ne jamais passer à l'acte terroriste parce que j'ai eu dans mes spams des mails d'une organisation terroriste, je suis qualifié comme à risque de terrorisme, classé fichier S si j'étais en France, ou je ne sais pas très bien comment on appelle ça ici, et toute une série d'effets s'en suivent. Mais Antoine, moi je suis d'accord, mais à mon avis c'est vraiment un problème de curseur. C'est qu'en effet, les algorithmes vont t'empêcher d'avoir ton crédit. Donc les algorithmes sont des cadenas. Clairement des cadenas, les algorithmes sont liberticides, ils empêchent certainement. Dans ton cas, ils vont t'empêcher d'avoir le crédit. Pourquoi ? Parce que statistiquement, il semble que des personnes comme toi, enfin bon, quand tu dis il n'y a pas de caractéristiques personnelles, si, parce que sinon l'algorithme ne fonctionne pas. On doit pouvoir te personnaliser, c'est-à-dire on doit rentrer les attributs Antoinette dans l'algorithme pour dire Antoinette est une personne à risque à 80%. Oui, mais là, c'est toi qu'on met dans l'algorithme et puis on ne te donne pas ton crédit parce qu'on a prédit. Et pourquoi on a prédit ça ? Parce que, de fait, les gens qui te ressemblent, alors après, cette notion de ressemblance, oui, en l'occurrence, toi, tu dis c'est le quartier, bon, mais en général, c'est aussi ce que tu as sur ton compte en banque, ton endettement, aussi ta situation familiale, ta situation professionnelle, etc. Bon, enfin, soit. Donc, c'est comme ça et c'est plein de données personnelles. On utilise énormément de données qui te caractérisent, toi. Voilà. Et qu'on va comparer à d'autres. Et qu'en fait, les autres qui avaient le même genre de profil
que toi, en général, n'ont pas remboursé leur emprunt. Ouais. C'est pour ça que tu te retrouves être une personne à risque à 80-85%. Alors après, c'est vrai que les banques sont extrêmement prudentes parce qu'on sait que quand elles ne l'ont pas été, on a vu les conséquences que ça avait sur la société. Parce qu'après, on peut discuter du modèle bancaire. Mais à partir du moment où c'est celui-là et que les banques doivent être relativement robustes et qu'elles doivent minimiser les prises de risque, il est normal qu'à un certain moment, les banques refusent. Alors, voilà, à partir de quand elles doivent refuser ou pas. Et je pense que la grosse difficulté, c'est les algorithmes renforcent, si tu veux, ce pouvoir de cadenassage, de formatage des comportements pour un bienfait sociétal dont nous devons discuter. Et là, je te rejoins complètement, c'est-à-dire que ces algorithmes-là, ils agissent avec une efficacité redoutable. Comme tu l'as dit, l'algorithme est plus efficace que le banquier, parce que si le banquier pourrait être encore ému par une attitude que tu aurais qui fait que, bon, même si tu es une personne très à risque, tu vas lui faire les yeux doux, etc., donc tu vas réussir à obtenir l'emprunt, eh bien, l'algorithme va l'empêcher. Parce que, de fait, et comme tu dis, en plus, l'algorithme a un pouvoir de normativisation qui fait que, bon, on va le suivre. Mais cette efficacité, c'est ce que moi je défends dans l'algorithme. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils sont là, c'est qu'ils sont d'une extraordinaire efficacité. Et il faut les prendre pour ce qu'ils sont. À partir du moment où ils sont d'une extraordinaire efficacité, ils ont des effets redoutables, et notamment des effets d'amplification des inégalités. C'est ce qui s'est passé avec des algorithmes style, en effet, toi tu dis, une fois je suis catalogué comme une personne qui n'aura jamais d'emprunt, ça va être difficile pour l'algorithme de revenir sur une première décision qu'il a prise. Donc t'es prise dans une espèce de cercle vicieux algorithmisé, etc. Et moi, c'est ce que je critique, par exemple, dans des algorithmes comme Parcoursup en France, qui est un amplificateur d'inégalités, et je le remets fortement en question. Donc, il faut évidemment penser les effets des algorithmes. C'est vrai qu'un algorithme, quand il agit, il faut se demander, est-ce que c'est bien dans les banques? Et je pense qu'il y a moyen de se mettre d'accord, et les banquiers devraient se mettre d'accord, ils devraient évaluer, ils devraient faire un premier essai avec algorithme et un essai sans algorithme. On peut faire des tests comme celle comment elle s'appelle, Delphine Mauchard, enfin celle qui a eu le prix Nobel d'économie, là, pour faire des tests, si tu veux, avec algorithme et sans algorithme, pour voir l'évolution sociétale, l'évolution des banques, etc. Parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus rigoureux, si tu veux. Et donc, ils ont des conséquences sur nos manières d'être. On se comporte aussi de manière voulue par les algorithmes. Ça change nos manières de nous comporter. Parce qu'on a envie que l'algorithme, donc on va se débrouiller pour... Et c'est horrible, parce que c'est vrai que c'est un formatage social, les algorithmes. Mais jusqu'où on est d'accord d'aller? On est d'accord, par exemple, que les automobilistes se comportent de manière un peu plus correcte que ce qu'ils ont l'habitude de faire. On peut être d'accord que les banques acceptent une prise de risque etc. Donc, on peut se mettre d'accord là-dessus. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que les normes sociales, c'est pas les algorithmes qui les inventent, c'est nous qui devons les inventer. On doit regagner le contrôle sur ce que les algorithmes font. Surtout que les algorithmes sont d'une efficacité redoutable. Ils vont amplifier encore plus, éventuellement, des phénomènes sociaux qu'ils sont censés combattre. Justement, les inégalités d'accès dans les universités, les inégalités d'accès au crédit, les inégalités, les algorithmes sont tellement implacables qu'on va avoir du mal à se retourner. Donc, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, je ne remets pas en question le fait que tu sois taxé comme étant une personne à risque de 80% et que il est peut-être pas, tu vois, il est peut-être pas irraisonnable que l'algorithme t'empêche d'avoir ton crédit. Dans un premier temps. Oui. Non, mais une difficulté justement, hein, et c'est vrai que c'est un peu, bon, de toute façon, comme les assurances fonctionnent sur une logique inductive et statistique, de toute façon, c'est peut-être pas l'exemple le plus parlant dans le fond, hein, de même que les banques. C'est pas l'exemple le plus parlant. Mais quand même, même en reprenant l'assurance, ce qui m'inquiète quand même, c'est que, par exemple, en Belgique, on a une loi qui empêche les assureurs sur la vie de prendre en compte les informations génétiques, quand bien même elles seraient communiquées volontairement par le preneur d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que cette asymétrie d'information, qui est contraire finalement à l'idée d'une justice actuarielle, hein, mais conforme à l'idée qu'on se fait d'une justice sociale, est une question, en fait, c'est une asymétrie d'information que le législateur a jugé bon de maintenir et de même de par la force pour justement, afin en quelque sorte, domestiquer la corrélation de manière à la rendre compatible avec l'idée qu'on se fait de la justice sociale et que finalement le génome, pour reparler de lui, n'est que le résultat d'une loterie dont personne n'est vraiment responsable, etc. Alors il y a des jugements de valeur, évidemment, des jugements de valeur, et qui doivent être assumés comme tels et critiqués comme tels. Par exemple, dans le contexte de l'assurance, le fait de fumer, par exemple, n'a été pris en compte que très, très, très tardivement, quand bien même on avait toutes les données cliniques qui montraient que le fait de fumer exposait à un risque de décès prématuré. Pourquoi ? Parce que les patrons d'assurance fumaient le cigare, presque tous. Et donc, ils n'avaient pas très envie de prendre en compte ce critère-là. Donc, vous voyez, et ça c'est humain. Ça,
Ça, c'est authentiquement humain. Jamais un algorithme qui verrait ça, ou qui verrait qu'on ne prend pas en compte les données génétiques, dirait, mais ils sont fous, ces humains, ils sont totalement irrationnels, c'est complètement fou. Mais vous voyez... Toi, alors, de nouveau, tu es pour... je vais défendre l'idée que l'assurance doit prendre en considération les données génétiques. Hein, mais Oui, mais alors, moi, en fait... Moi, la question que je me pose, c'est pas si l'assurance doit le prendre ou pas. Finalement, ça relève du débat public. Je tiens à ce que ce genre de questions tombe dans le débat public. Ça doit faire l'objet du débat démocratique parce qu'en fait, les critères de mérite, de besoin, de désirabilité, de dangerosité, qui président à la distribution des opportunités dans notre société, ne peuvent jamais être sous-traités, la détermination de ces critères ne peut jamais être sous-traitée à des dispositifs algorithmiques et soustrait à la délibération collective. Or, c'est ce qui se passe. Mais où tu la mets, la délibération? Parce que prends l'exemple des assurances, on va être très, 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 très banal. Le législateur, en fait. L'exemple des assurances. On admet que les assurances sont une forme de solidarité, si tu veux, sociale. Bon, les gens bien portants vont payer pour les gens malades. Jusqu'à quel montant, si tu veux, Bon, et cette solidarité, on peut en débattre, on peut en discuter, etc. Et dans le cas du génome, hein, je vais être un petit peu brutal, imaginons que, parce que j'aime bien les exemples, j'aime bien être très, 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 très concret pour interroger les gens sur des cas pratiques. Imaginons que ton génome, tu as une mutation qui te prédispose à un cancer du poumon. On peut le dire aujourd'hui, hein, puisque vous savez qu'il y a une mutation, le BRCA1, qui te prédispose au cancer du sein. Donc malheureusement, les femmes qui ont cette mutation, maintenant, dans la plupart des cas, se font même retirer les seins parce que c'est finalement le meilleur traitement. Mais ça, on le sait depuis quelques années grâce à l'algorithme et grâce à l'intelligence artificielle. Mais imaginons que ton génome, il est inscrit dans ton génome une prédisposition au cancer du poumon. Bon, voilà, ça c'est un fait statistiquement établi. La plupart des gens qui ont cette mutation ont un cancer du poumon. Et donc ton assureur te dit, bon voilà, sachant cela, écoutez, votre assurance va un peu dépendre de votre comportement. À partir du moment où vous êtes prédisposé à cela, bon, préférez que vous fumiez pas. Voilà, non, mais je vais jusqu'à la logique, tu vois. Donc, si vous fumez, vous faites supporter une solidarité qui est quand même assez discutable. Vous pourriez peut-être fumer, un acte délibéré, on pourra en décider. Il y a moyen. On va considérer que c'est pas ton génome qui te force à fumer. Tu as encore la liberté de décider de ne pas fumer, mais que voilà, qui te force. Alors, à ce moment-là, tu serais complètement irresponsable, etc. Mais ça, je crois pas qu'on ira jusque-là parce que je pense que le cerveau est très important dans la prise de position. Mais en revanche, il est possible que ton génome te prédispose à un cancer du poumon et que de fait, dans ce cas-ci, la cigarette est beaucoup plus dangereuse pour toi qu'elle le serait pour un autre. Tu le sais, ok? Et ton assureur te dit, bon, écoutez, votre assurance, ça va dépendre de votre comportement. T'es choqué ou pas? Alors... Ah oui, mais en pratique, quoi. En fait, c'est pas à moi d'être choqué de ça. Je me dis ça, c'est un enjeu collectif, en fait. Et non, mais c'est vrai. Je pense que ça dépend de la société dans laquelle on est et des théories de la justice dans lesquelles on se reconnaît. Ah ouais, je suis d'accord. Donc c'est pas. Moi, je suis pas habilité. Solidarité jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. De même que par exemple chez nous, on a une présomption d'innocence qui dépend aussi, qui est aussi un acquis qu'on pourrait aussi remettre en cause. Mais bon, jusqu'à présent, ça fait partie du tronc commun de notre culture de droit pénal d'avoir la présomption d'innocence, par exemple. Donc ça n'a pas à être rediscuté. C'est comme ces mécanismes de solidarité. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que l'assurance? L'assureur, ce n'est rien d'autre qu'un fabricant de micro-contrats sociaux entre personnes qui s'assurent mutuellement. Donc c'est de l'organisation de la solidarité. Tout à fait. Le risque aujourd'hui, avec les big data et la possibilité de très grande individualisation et donc de très grande fragmentation de ces communautés de risques, à la limite, on pourrait à la limite calculer, et c'est l'obsession contemporaine, le coût réel que chacun représente, le risque réel de chacun, ce qui ne veut strictement rien dire, parce qu'un risque, c'est toujours collectif, ça n'existe pas un risque réel, sinon c'est pas un risque, on calcule pas un risque, ça c'est un pur danger. Mais aujourd'hui, on est en train de passer, ça qui moi m'alarme aussi, c'est qu'on est en train, grâce à ces dispositifs algorithmique et à la disponibilité des données massives, on est en train de passer d'une société actuarielle et d'une société de l'assurance à une société post-actuarielle, d'hyper-individualisation et d'obsession pour le coût réel, qui fait qu'en fait, ça va être chacun pour sa pomme. Ça va être... Alors, dans certains cas, on peut se dire, mais ça peut avoir des impacts positifs. Par exemple, mettre une boîte noire dans chaque voiture et faire dépendre les primes d'assurance du comportement des automobilistes. Mais pourquoi pas? Parce qu'alors, à ce moment-là, c'est un exemple qui me vient immédiatement en tête. Il existe. Mais ça existe, mais pourquoi pas? Parce que ça peut pousser à des comportements vertueux. Par contre, suivre dans les supermarchés, suivre les gens, voir dans quel supermarché ils vont. Est-ce qu'ils achètent du bio ou est-ce qu'ils n'achètent pas du bio? Et faire dépendre la prime qu'ils vont devoir payer. Imaginons qu'on doive payer pour l'assurance
d'assurance santé, et faire dépendre la prime d'assurance santé du fait que les gens achètent dans un bon magasin, bien achalandé, de bonne qualité, du bio uniquement, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont déjà les moyens, et qu'ils ne vont pas au Lidl du coin, ou qu'ils ne mangent pas des hamburgers ou des frites tous les midis. À ce moment-là, je trouve qu'il y a un enjeu. Effectivement, c'est de l'ordre du comportement. On peut se dire, c'est punissable de mal manger parce qu'on coûte cher à la sécurité sociale, in fine. Sauf que tout le monde n'est pas égal par rapport à ses possibilités de bien manger aujourd'hui. Et donc, tu vois, moi, je retourne chaque fois parce que tu accuses les algorithmes de choses dont ils sont absolument innocents. C'est pas les algorithmes. Non, mais c'est-à-dire que la société dans laquelle on veut vivre, qui est, par exemple, si tu veux, la portée de la solidarité des biens portants vis-à-vis des malades qu'on accepte, et notamment sur base du comportement de ceux qui sont censés être malades parce qu'il y a quelque chose qui les prédispose à ça. Je suis tout à fait d'accord, mais 1000 fois d'accord avec toi que ça doit se discuter. Mais du coup, moi, donc en fait, on est relativement d'accord sur ce plan. Mais j'ai parfois l'impression que dans ton propos, tu dis il faudrait même pas que ces algorithmes existent. Je dis pas ça en fait. Je dis juste que malheureusement, bien souvent, parce que non pas les gens qui fabriquent les algorithmes, mais parce que le grand public a une confiance presque aveugle dans l'objectivité ou dans le fait que en fait, grâce aux algorithmes, on aura enfin accès à la juste mesure des choses sans avoir à évaluer la justice des situations, ce qui est très confortable et très peu fatigant, en fait. On a tendance, je parle de nous tous, et de la culture dans laquelle nous sommes, en fait, actuellement. Et je pense que ce n'est pas du tout de la faute des algorithmes. Je pense effectivement que c'est un enjeu, et c'est pour ça que je parle moins de symptomatologie. Ce que j'aime bien chez les algorithmes, si tu veux, c'est que c'est même pas ce que les algorithmes, ce qu'ils vont, c'est qu'ils nous forcent à nous questionner. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se questionnait pas de certaines des choses. Tu vois, par exemple, les accès, je vais prendre des choses comme des préinscriptions ou les accès dans les universités, etc., étaient extraordinairement inégalitaires, déjà. Et un jour, on met ça sous forme algorithmique. Et donc, parce qu'il y a un algorithme, il y a une explicitation du truc. Donc, on est obligé de se questionner sur la portée. Parce qu'en fait, on doit mettre des règles. Donc, l'algorithme, c'est formidable. Parce qu'à un moment, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met dans l'algorithme. Si on n'avait pas l'algorithme, on n'aurait même pas à se poser la question. Il y a des gens qui décident pour nous. Il y a quand même un formatage que tu sais des comportements. Il y a des règles. Grâce à l'algorithme, à un moment, non seulement... Et moi, par exemple, je vais te dire, parce que je travaille beaucoup pour le décret inscription pour l'instant, ce qui est génial dans l'algorithmisation du décret inscription, c'est que avant, quand ça se passait auparavant, moi, je suis pour l'algorithmisation du décret inscription. Je ne suis pas pour le décret inscription de la manière dont il est fait, mais je suis pour son algorithmisation parce qu'avant, il y avait beaucoup d'implicites. Il y avait beaucoup de triches, il y avait beaucoup de gens qui se... On va terminer ? Voilà, c'est ça. Et donc, du jour au lendemain, s'il y a eu un décret d'inscription, les gens se sont dit, mais attends, mais non, le critère de localité, c'est un critère idiot, parce que ça va ne faire que renforcer la ghettoisation qui existe déjà dans les quartiers, ça va ghettoiser les écoles. Donc, c'est un critère stupide. Mais ce critère, il existait de manière un tout petit peu implicite déjà auparavant. Le fait de l'avoir algorithmisé, toi, tu dirais, l'algorithmisation a eu des effets, etc. Bon, bien sûr, il y a des effets d'amplification. Les écoles sont encore plus ghettoisées qu'elles l'étaient auparavant. Mais c'est parce qu'on sait qu'il y a ce critère-là. Et donc, on va pouvoir questionner ce critère, on va pouvoir le remettre en question, et c'est peut-être un très mauvais critère. Mais s'il n'y avait pas eu d'algorithme, on n'en aurait jamais discuté de ce critère. Et c'est peut-être vrai aussi pour les assurances, hein, parce que tu dis, OK, il va falloir parce que bon, moi je prends les exemples qui sont la prédisposition au cancer, mais il va falloir se questionner sur ce qu'est l'assurance. Il y a des gens qui payent les assurances aujourd'hui, mais ils ne savent même pas pourquoi, ils ne savent pas comment on décide du montant de leur assurance, etc. Du fait qu'on algorithmise les gens, et moi je suis pour des assemblées citoyennes, des gens qui se réunissent autour d'une table et qui disent, ton algorithme, il ne doit pas tourner comme ça. Ce qui, moi, me tue dans les algorithmes, ce n'est pas les algorithmes, ils sont formidables, ces algorithmes. Ils ont une vision du réel qui est, moi je suis pour une algorithmisation encore plus outrancière que ce qu'elle est dans la société, parce que qu'est-ce que ça fait ? Ça force les gens à se questionner sur le vivre ensemble. J'espère qu'il y aura des réactions, et je le souhaite. Mais d'abord, parce que je pense qu'il va falloir reformater de plus en plus nos comportements dans les 10-15 ans qui nous restent à vivre avec toutes les menaces qui nous battent, etc. Et donc, si on veut s'en sortir, je pense qu'il va falloir encore être plus liberticide qu'avant, grâce aux algorithmes, mais on va être liberticide d'une manière qui est légitimée par des décisions citoyennes. Donc, pour te le dire, le prochain décret d'inscription, si on fait ce que j'ai envie qu'on fasse, donc je suis en discussion avec Caroline Désir à ce sujet, c'est qu'on mette des gens autour de la table et qu'on dise c'est quoi une association entre une école et un élève, quoi. Parce que pour l'instant, personne ne se pose la question. Est-ce que le critère de localité est un bon critère ? Est-ce que le critère de famille est un bon critère ? Est-ce que le critère des résultats scolaires est un bon critère ? Peut-être que c'est un bon critère. En France, quand j'ai débattu sur Parcoursup, c'est très clair, c'est inégalitaire. Les meilleurs étudiants vont dans les meilleurs unifs. C'est écrit dans la
l'algorithme. Ça a toujours été comme ça en France. Hein. Les meilleurs étudiants, elle est toujours dans les meilleurs unifs. Mais là, on a mis un algorithme qui le dit explicitement. Ça ne fait qu'accroître les inégalités scolaires. Macron est très content. Il y a beaucoup moins de taux d'échec dans les universités qu'avant. Et bien évidemment, puisque il y a plus que les bons qui vont dans les universités, donc c'est sûr que le taux d'échec a diminué. Mais du coup, moi c'est un algorithme que je déteste, Parcoursup, parce que je trouve qu'il est profondément inégalitaire. Mais on s'est dit, maintenant en France, on commence à se dire, mais les accès dans les universités sont profondément inégalitaires. On l'a toujours su. Mais quand on voit l'algorithme et qu'il y a des gens qui vous disent, mais voilà, regardez comment ça fonctionne, on a une explicitation des règles sociales. Et on a une explicitation du besoin de vivre ensemble. On sait, on se met autour d'une table et on émet. Et ça, on n'avait pas avant. Donc vive l'algorithme. Alors, bon, juste alors, pour répondre très vite et vraiment pour exprimer enfin un vrai désaccord. Quand tu me dis les algorithmes nous donnent une vision du réel, alors ça justement, les algorithmes, ils voient rien. Ils ne voient rien. Ils n'ont même pas Dieu. Ils ne voient rien. Ils défont toutes nos images. C'est ça qu'ils font. Ils défont toutes nos manières de voir. Alors, simplement, les données, le monde n'est pas réductible aux quantités de données proliférantes. Cette prolifération de données, ce n'est pas le monde. Et c'est un coup de génie du capitalisme numérique, cela dit en passant, de nous faire passer pour des biens, pour des choses qui ont de la valeur et qui sont le nouveau pétrole. Ces choses qui, précisément, sont quand même, je caricature un peu pour avoir du désaccord, sont quand même relativement ruineuses pour l'environnement, en quelque sorte, correspondent très bien à ce que Patrick Thor, célèbre darwiniste, appelle une hypertélie, c'est-à-dire une prolifération d'organes à des fins symboliques, mais au-delà de la fonction de l'organe. L'exemple qu'il donne, c'est les grands cerfs dans le paléolithique, ou je ne sais même plus, très, 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 très ancien, qui avaient des cornes, enfin des ramures énormes. Alors, ça avait un désavantage sur le plan de la survie individuelle, mais des avantages de séduction. Les femelles adoraient les cerfs avec des grandes ramures. Sauf que le problème, ça marchait très bien quand c'était que des steppes. Et puis, il y a des forêts qui ont poussé avec des arbres très rapprochés, et le cerf, aussi séduisant soit-il, est resté coincé. Donc, et finalement, toutes ces données qui prolifèrent, en gros, c'est un peu du même ordre. Je dirais qu'il y a une sorte de prolifération symbolique, mais de symbolique désymbolisée, puisque ces données sont rendues amnésiques de leurs conditions de production. Elles sont même plus des signes, elles sont de purs signaux quantifiables qui ne disent plus rien de nous, mais qui nous rendent éminemment calculables. Alors effectivement, le problème, c'est de savoir comment nous acceptons d'être calculés. Ça, je suis bien d'accord, ça a toujours été la question, mais je pense quand même qu'il y a quand même un oubli de la matérialité qui, moi, me frappe, et je ne suis pas la première à le remarquer, dans tous les tournants, que ce soit le tournant linguistique, le tournant ceci, le tournant cela, il y a une chose qui disparaît chaque fois, c'est la matière, c'est la matérialité. C'est Karen Barad qui dit ça, une féministe. Les données ne peuvent pas t'informer sur la matière. Je ne vois pas pourquoi les données font disparaître la matière. Elles ne font pas disparaître la matière. Les physiciens, ils étudient la matière uniquement à base de données. Alors, mais le problème, c'est que, à condition, l'idéologie technique des big data, c'est qu'à condition qu'on ait des quantités massives de données, on peut se dispenser d'interroger la matière, d'interroger les gens, puisque les données parlent pour eux, ils n'ont plus rien à dire. De toute façon, et les données parlent de façon plus objective et savent des choses sur moi que je ne sais même pas, dont je ne pourrais même pas rendre compte moi-même. On n'est plus obligé Alors, je pense par exemple à ce qui se développe aujourd'hui, qui s'appelle la black box medicine. Les firmes pharmaceutiques, certaines firmes pharmaceutiques aujourd'hui, au lieu d'enrôler des volontaires humains pour faire des tests, qui effectivement, c'est vrai, sont dangereux pour les êtres humains qui veulent bien se laisser enrôler, pour les volontaires, sont coûteux aussi. Ils tendent à faire des pures simulations sur des quantités massives de données. On sait que parmi les données massives, celles qui croissent le plus rapidement et de façon exponentielle, ce sont les données de santé. Donc il y a des quantités massives. Alors il y a des espoirs énormes, mais il y a le risque aussi de ne plus comprendre la causalité, de ne plus comprendre la matérialité, et de ne plus comprendre aussi qu'une mauvaise prédiction n'a pas les mêmes effets, ou un mauvais scoring n'a pas les mêmes effets pour tout le monde. Il y a des gens qui seront plus à même de se défendre d'une mauvaise prédiction ou de faire face finalement à un mauvais score, et d'autres qui ne seront tout à fait incapables. Mais si on ne tient plus compte de la matérialité des vies des personnes et de leur singularité, de leur vie singulière, et si on ne considère les personnes qu'en tant qu'agrégat de données infrapersonnelles
qui sont finalement exploitables à l'échelle industrielle et supra-personnelle, individuelle, eh bien, on ne peut plus donner voix en fait à ces choses-là. Toute l'histoire de la sociologie statistique, c'est faire ça, c'est faire des agrégats et puis agir en fonction de ces agrégats. Quetelet, qui est le plus célèbre, un des plus célèbres scientifiques belges, a fait naître la statistique en sociologie et c'est quand même ramener les populations. Et donc ça marche bien. C'est ce qui a permis à Florence Nightingale, dès le XXe siècle, de sauver des centaines de milliers de vies en Angleterre en se servant de la statistique sociale. Je propose qu'on reste sur ce léger désaccord et sur cette belle image du cerf cerné par la forêt et qu'on prenne quand même quelques interventions de l'assistance pour que donc vous aurez encore l'occasion d'y répondre, mais peut-être brièvement à chaque fois pour qu'on prenne plusieurs interventions. Et déjà merci. Oui, on aurait pu résumer entre autres en disant que les algorithmes, déjà, ça dépend comment on les construit et puis ça dépend aussi comment on les interprète. Donc, si je pose la première question, ça veut dire qu'il peut y avoir de très mauvais algorithmes, mais d'autre part, ces algorithmes sont améliorables et voilà. Ça, c'est pour la partie construction. Pour la partie interprétation, par exemple, pour reprendre le cas du juge qui reçoit une projection de 75% de cas de récidive, tout le droit est basé sur le principe, pas le fait de l'innocence, sur le principe que le doute profite à l'accusé. Et donc, je vais dire, selon une mentalité juridique, on pourra sûrement dire oui, c'est normal, avec 75% de récidive, on libère le détenu, parce qu'il y a 25% de cas où voilà, il a droit au doute. Alors, éventuellement, on peut aller plus loin et alors dire oui, ok, on le laisse en prison seulement s'il dépasse 90%, 95%. Donc, ça, c'est concernant les emplois. Donc, ça me semble moins dramatique que voilà. Alors, je peux répondre juste sur Est-ce qu'on peut peut-être prendre deux, trois questions en même temps, puis qu'on fasse comme ça, on donne la parole à plus de personnes. Je reviens vers monsieur, il y a une intervention dans le fond. Essayez d'être bref chacun, si vous voulez bien, parce qu'il y a beaucoup de prises de parole, à mon avis. On va aller rapide. En tout cas, un grand merci pour le débat. Bon, est-ce que finalement, parce que bon, chez moi, par exemple, dans mon pays, autrefois, il existait un métier qui faisait ça, qui faisait ce que les algorithmes font. C'était les Bahanoussi, c'était en fait, on les appelait des devins, ou c'était des gens qui donnaient des visions, qui donnaient des prédictions. Aucun Mohammed, aucun roi ne pouvait régner s'il n'avait pas cette personne à côté. D'accord ? Tu ne pouvais pas commencer un règne sans avoir une personne comme ça, qui faisait ta vision, qui donnait ta vision. Même les enfants, dans une famille, devaient avoir quelqu'un qui vient leur donner une vision. Le métier de Mohanouzi était codifié, tout simplement, à la base. Donc, nous étions des sociétés quadrilynaires, donc avec des producteurs, des gestionnaires, des régulateurs et des chefs. Donc, comme producteurs, la corporation des producteurs, la corporation des métiers, ce métier des Mohanouzi faisait partie de cette corporation. De ce corpus. Donc, il était normifié. Donc, il y a une norme. Donc, les gens qui font des algorithmes, est-ce que finalement, est-ce qu'on ne devrait pas simplement les intégrer dans la norme et de manière éthique, alors, finalement, avoir un contrôle sur ça? Une troisième et dernière question pour première salle. Il y a le monsieur là-bas, et puis après, je vous redonne la parole. Je voudrais qu'on dépasse un petit peu la notion d'algorithme, parce que l'algorithme, en fait, ce n'est jamais que la transcription informatique d'une théorie. Et moi, je trouve que, bon, que ce soit une théorie statistique, ou bien que ce soit des données, je crois qu'il faut se poser la question de la qualité de la statistique pour résoudre un problème donné. Donc, je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus, parce que, à mon avis, il y a des limitations, quoi. Je veux dire, la théorie statistique n'a pas réponse à tout. Voilà. Et donc, je crois que... Non, parce qu'elle dépend déjà de l'échantillon qu'on utilise. Et donc, je pense qu'il
la question se pose de la discrimination des gens à appliquer une telle théorie pour résoudre un problème. Bien sûr, mais ça, je répondrai à ce point précis. Il n'y a plus de prise de On va vous laisser la parole. Alors sur ça, après je te laisserai peut-être. Alors oui, mais bien sûr, mais ça c'est le métier du statisticien, c'est-à-dire que les statisticiens ne sont pas des idiots. Ils essayent de faire un maximum pour que, et justement c'est un point quand même assez fondamental de désaccord, c'est que de fait les statisticiens espèrent par leurs prédictions capter le plus fidèlement possible le réel. Parce que quand toi tu dis ils sont à milieu de représenter quoi que ce soit, ben non, puisque tout le travail de la statistique, c'est de faire de telle sorte qu'ils sont relativement fidèles à une certaine... Donc par exemple... Oui, non, mais attends, les algorithmes se servent. Alors, quand les algorithmes prédisent, par exemple, que prenons l'algorithme qui va prédire que voilà cette personne a 75% de récidivé, etc. Pour que ce chiffre soit relativement fiable, on espère avoir eu pratiquement toute la population avec des qui ont récidivé, des qui n'ont pas récidivé. Donc, d'avoir un échantillon suffisamment large. Vous savez, tout le génie de la statistique, c'est la loi des grands nombres, c'est-à-dire plus on a des échantillons importants, plus ce nombre est relativement fiable. Les 75%, on porte une certaine réalité. On essaie de diversifier aussi la population. Justement, quand s'il y a trop de Noirs américains, il y aura un biais, parce que de fait, s'il y a beaucoup plus de Noirs américains que de Blancs dans l'échantillon, la statistique va favoriser dans ses prises de décision les Noirs américains dans un sens ou dans l'autre. Bon. Et donc ça, c'est des mauvaises statistiques. Il y a des mauvais statisticiens et des bons statisticiens. Il semblerait que on dit que dans les papiers des journaux de médecine, 85% sont faux au plan statistique. C'est-à-dire qu'en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des manières de faire de la statistique correcte, il y a des manières incorrectes. Et elle est d'autant plus incorrecte qu'il faut s'en méfier. Donc là où je rejoins Antoinette, c'est de dire que si vous prenez un échantillon de 100 personnes et que vous vous permettez de dire sur base de cet échantillon, cette personne, je ne vais pas la libérer, etc., ça ne vaut pas grand-chose. C'est une mauvaise statistique parce que les médecins se battent contre ça parce qu'ils veulent justement des cohortes gigantesques. Et je pense que c'est vrai. Ce que le big data a rendu tout à fait possible, c'est que le big data a autorisé des cohortes assez extraordinaires, comme on n'en avait jamais eu auparavant, puisque là, il s'agit de millions et de millions de personnes qu'on peut traiter. Et donc, d'une certaine manière, on affine un tout petit peu les réalités statistiques avec le big data, parce qu'on a un peu plus de gens. Mais 1000 fois d'accord avec vous, il y a de très très mauvais statisticiens. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir ce que veut dire ce nombre, ce que ça veut dire une prédiction. Alors, pour que vous le sachiez, en général, quand on dit que 75% des gens récidivent, comment est-ce qu'on peut être sûr de ce nombre? C'est qu'on a pris une population, si vous voulez, qu'on ne connaissait pas, dont on ne connaissait pas, si vous voulez, la proportion de récidive, etc. On l'a entraîné avec une population dont on connaissait, c'est comme ça que font les machine learning, ils ont une population qui est déjà pré-labellisée, ils entraînent un prédicteur et ils valident le prédicteur sur une population dont on savait, si vous voulez, qui avait récidivé et qui n'avait pas récidivé. On le sait et on laisse l'algorithme deviner. Et on évalue sa capacité à deviner pour une population dont on connaît la réalité. Donc quand l'algorithme dit 75%, c'est qu'il s'est trompé dans 25% des cas. Et comme vous disiez, ces 25% devraient jouer peut-être en faveur de la personne plutôt qu'en sa défaveur. Mais on a des manières, rassurez-vous, on a des manières de faire le travail correctement. Toute la production scientifique de big data, de machine learning, etc., c'est quoi un bon modèle, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi cette valeur, 75%, quelle est sa valeur de vérité. Qu'on passe l'algorithme dont parlait Antoinette a suscité une quantité, une marée de travaux scientifiques justement sur la légalité, enfin ce qui s'appelle algorithmic fairness, parce que justement il y a plein de scientifiques qui discutent de ça. On n'est pas des utilisateurs aveugles et innocents de la statistique. C'est quand même une vieille science, la statistique. On essaie de faire quand même proprement notre travail, quoi. Qui a ses limites, tout à fait d'accord. Oui. Alors, pour remonter les questions un peu comme le saumon, en commençant par le bas, je dirais juste une petite nuance, c'est qu'on n'a plus affaire, quand on parle de big data et de machine learning, à des statistiques à la papa comme on en faisait avant. C'était d'autres pratiques statistiques qui se sont notamment émancipées de toute une série de contraintes qui étaient celles de la statistique traditionnelle. Notamment, quand on parle de machine learning, l'idée c'est que la théorie ne précède pas justement. C'est-à-dire que les catégories statistiques, les vieilles catégories statistiques, qui domestiquaient, qui gouvernaient et qui bornaient la récolte des données, aujourd'hui, elles ne préexistent pas à la récolte des données, mais elles résultent des traitements de données. Ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de sélectivité. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus les conventions de quantification qui présidaient à l'établissement des catégories statistiques.
convention de quantification qui faisait dire, tout à fait à juste titre, notamment à Alain Desrosières, grand sociologue de la statistique, que les ambitions épistémiques de la statistique, c'était pas du tout de représenter, de remplacer le monde, mais c'était seulement d'en donner une approximation avec une visée de neutralité. Et parce que c'était qu'une approximation, les objets statistiques, quand ils servaient de référence au débat public, pouvaient à la fois permettre une commensurabilité des éléments dont on devait discuter, mais étaient eux-mêmes toujours susceptibles d'être remis en question. A-t-on pris assez de données? N'en a-t-on pas pris trop, etc. Ça voulait dire aussi que par rapport à la statistique, quand je faisais l'objet finalement d'une catégorisation statistique, je pouvais toujours dire « Ah mais non, mais c'est pas moi. Les statistiques, ça vaut pour les grands nombres, mais pas pour moi. » Ce que permettent les traitements de données de type Big Data, c'est tout autre chose. Ça permet de la personnalisation à l'échelle industrielle, permettant, parce qu'on a des calculateurs qui sont capables de prendre beaucoup plus en compte que les opérateurs humains, on peut prendre beaucoup plus de données en compte, et même on n'est plus obligé de déconsidérer ou de rejeter comme étant du bruit a priori les points les plus éloignés de la moyenne. L'idée même de moyenne disparaît à partir du moment où vous avez des corpus statistiques qui grossissent, qui enflent en continu. Et donc, ils font de la meilleure statistique, in fine. Alors, je sais, c'est une autre statistique qui n'est plus fondée sur de la théorie, mais dont la théorie émerge, qui vise à faire surgir la théorie des traitements de données humaines. Donc, ça inverse, c'est vraiment purement inductif. Et bon, ça a toute une série de conséquences. Dire que c'est meilleur ou que c'est moins bon, je ne pourrais pas le dire. Simplement, ce que je sais, c'est que la contestabilité de ces nouvelles formes de catégorisation, qui ne sont même plus de la catégorisation, qui sont des formes de personnalisation, de profilage, de modélisation des comportements, n'est plus possible dans les mêmes termes qu'elle était possible par rapport aux catégories statistiques. Ce qui, sur le plan démocratique, pose des questions. Ouais, mais moi je suis désolé, mais tu devras vraiment me donner des exemples parce que. Alors un exemple, le terrorisme, la prévention des risques terroristes. Ouais. Alors là justement, on a des quantités massives de données, mais très peu d'actes terroristes en fait. Bah oui, alors on on fait des modélisations en essayant de détecter des événements extrêmement rares, mais avec des répercussions gravissimes. Ce qui est assez particulier parce que dans des traitements antérieurs, on faisait exactement l'inverse. On essayait de détecter des événements fréquents, mais avec des conséquences triviales. Mais c'est grâce à la statistique qu'on peut faire ça. Moi, je fais ça. Je fais de la détection de comportements aberrants parce qu'en fait, une des manières de repérer, si tu veux, des situations à risque, c'est justement des situations qui sont statistiquement rares, c'est-à-dire des situations. Moi, j'ai travaillé avec des corps de sécurité en Belgique et pour justement des comportements parce que le terroriste, justement, parce qu'il est rare, a tendance aussi, même s'il essaie de se confondre dans la masse, il y a manière, malgré tout, parfois, de repérer certaines attitudes qui sont inhabituelles. Donc, on fait des moyennes d'attitudes, qui serait l'homme moyen, qui est a priori pas terroriste, et on identifie dans cette masse de données, justement, l'individu rare. Et c'est grâce aux statistiques qu'on peut le faire, et c'est parce qu'on fait des moyennages. On dit, en général, les gens, on prend par exemple dans les aéroports, moi je fais ça, les gens se comportent d'une certaine manière, ils vont dans leur comptoir, ils déposent leur bagage, etc. On peut imaginer, je caricature, parce qu'on n'a jamais réussi à le faire, et que c'est pas si facile à faire, que le terroriste, on les assimile, mais il a un comportement qui est, il va vérifier certaines choses, il va aller par 2 fois ou par 3 fois, et on va repérer un comportement. Donc on va pas dire que c'est un terroriste, on va dire que c'est un comportement anormal, un comportement un peu aberrant au sens de la statistique, et donc on va y en consacrer et c'est comme ça qu'on fait beaucoup d'analyses de fraude, etc. Donc, et on fait de la statistique, c'est-à-dire qu'en fait on calcule la probabilité que ce comportement soit un comportement moyen. Et donc, c'est pour ça que parfois, je ne sais pas si tu... Mais le problème, alors, je termine mon exemple. L'ancien directeur de la NSA a dit « We kill people by metadata ». Donc ça veut dire, en fait, sous l'administration Obama, en Afghanistan, ils ont envoyé des drones, envoyé des missiles sur des formes de vie réputées terroristes grâce à ce traitement statistique de Big Data. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais si c'était faux positif ou faux négatif. Parce que par définition, on arrête par avance un comportement extrêmement rare. On a très peu de ground truth, en fait. Très peu. Parce que par définition, quelqu'un que vous tuez avant qu'il passe à l'acte, on ne saura jamais s'il serait passé à l'acte si on ne l'avait pas tué. C'est quelque chose comme ça. Et donc, dans tous les domaines de la sécurité, on est face à ce même problème de la très grande... Alors, on peut détecter des comportements anormaux, mais la qualification
terroristes qui permettent effectivement, qui justifient une stratégie d'action préemptive létale, c'est quelque chose qui existe. D'ailleurs, c'est pas seulement on tue pas uniquement la forme de vie, il y a sans identité d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'identité pour ça. Et puis on vient envoyer un deuxième missile sur les gens qui viennent ramasser les morceaux, et puis un troisième missile sur ceux qui accompagnent le cortège funéraire. Comme ça, on est sûr d'avoir tout le monde. Je vais jouer l'avocat du diable, hein, parce que moi j'ai assisté à des conférences sur les armes létales, et donc je suis comme toi choqué de l'automatisation des armes. Je pense qu'il y a des limites à tout, mais ils sont terribles ceux qui défendent ça, parce que tu parlais de faux positifs et de faux négatifs. Eux te diront, les militaires humains commettent beaucoup plus de faux positifs et de faux négatifs que les drones ou que les machines. Parce que ce pouvoir de discrimination entre un potentiel, je suis d'accord, un potentiel, on ne sait pas s'il va commettre, mais ce pouvoir de discrimination entre un potentiel terroriste, dont il faudrait évidemment, eh bien, à mon avis, il est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis par les machines que par des soldats qui peuvent être un peu excités, un peu testostéronés. Enfin, et donc les roboticiens et les statisticiens sont terribles dans leur argumentation. Ils disent d'un point de vue mais je me fais l'avocat du diable parce que je suis choqué par la possibilité. Le nombre de morts est bien supérieur parce qu'en fait ils décrivent parce qu'il n'y a plus de soldats humains, parce qu'il n'y a plus que des drones. Ils décrivent des killbox. Oui, Grégoire Chamaillou dans Théorie du drone. Tu me forces à défendre quelque chose que je veux pas, mais parce que j'ai assisté à des conférences avec des roboticiens et des statisticiens qui défendaient les armes autonomes en disant ils respectent mieux les conventions de Genève que les soldats humains, parce que de fait ils font beaucoup mieux la discrimination entre un civil et un soldat que ne le fera jamais un humain. Et donc mais après c'est très difficile de leur donner tort parce qu'on n'a pas suffisamment de chiffres, mais on sait que les soldats humains, le genre de faux négatifs et faux positifs, on fait pas les stats qu'il faudrait, mais combien il y en a dans l'histoire des guerres de faux positifs et de faux négatifs. Voilà. C'est-à-dire que quand on est de loin et qu'on voit que des pixels, parce que c'est ce que voit l'algorithme, il voit que des pixels à la limite. Il voit une forme de vie qui s'agit d'une certaine manière. Je vois pas comment il pourrait détecter que c'est faux positif, enfin que c'est un combattant ou un cet assemblage civil, de pixels ressemble comme deux gouttes d'eau à un tas de terroristes. Quoi. Oui, comme deux gouttes d'eau. Oui. Pardon, il y avait d'autres questions. Très rapidement pour qu'on puisse encore prendre deux interventions. Sur le bénéfice du doute, effectivement, c'est le fond commun du droit pénal. C'est que le doute profite à l'accusé et qu'il y a le bénéfice du doute. Et surtout, je pense que c'est l'idée même de la jurisprudence. C'est la prudence du juge. La vertu du juge, c'est de se tenir dans une relation juste par rapport à sa propre ignorance. C'est vraiment ça, sa vertu. Le problème, c'est justement que quand, face à ça, et dans un contexte quand même où on a réduit fortement les moyens de la justice, où les juges sont surchargés, il y a un arriéré judiciaire monumental, une managérialisation de la justice qui pousse à aller de plus en plus vite, à ne plus avoir le temps en fait de douter. Le risque est grand quand même que quand un algorithme recommande à 75% de maintenir quelqu'un en détention, le juge d'application des peines, il va suivre. En fait, dans les faits, malheureusement, c'est comme ça. Et j'ai même entendu des arguments de la part d'Antoine Garapon, sur son livre Justice digitale, en discutant avec lui. Il disait « Ah, mais c'est vrai que les juges, les magistrats, aujourd'hui, sont plus capables de faire leur boulot, parce que même les cadres de la justice sont plus remplis. Il y a des gens, il y a des postes inoccupés. Et donc, oui, comme ça coûte, finalement, comme de toute façon, on ne va pas les remplir, on ne va pas investir, eh bien, remplaçons-les par des robots. Mais c'est peut-être pas complètement idiot dans des histoires mais de justice superficielle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses que les juges doivent traiter qu'ils font pratiquement de manière machinale, les robotiques. On pourrait laisser les juges, justement, s'occuper de cas qui sont quand même beaucoup plus sensibles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de prises de décision. Quand tu discutes avec des juristes ou des avocats, etc., ils disent qu'il y a quand même énormément d'automatismes, même dans le monde judiciaire. Ces automatismes, on pourrait les automatiser totalement. Ou au contraire, désautomatiser. On parle aujourd'hui, justement, l'automatisation des juges est un problème. La robotisation des juges eux-mêmes est aujourd'hui un problème. Qui eux-mêmes sont automatiques. Oui, mais justement, on doit les désautomatiser, leur donner davantage de moyens pour faire correctement leur boulot. Il me semble que ce serait une voie peut-être plus prometteuse. Enfin, moi, il me semble que de les remplacer par de l'automatisation. On parle de la même chose en matière de contrat, des algorithmes qui aident à rédiger les clauses de contrat. Et alors, ce dont on se plaint, c'est justement que les contrats sont trop stéréotypés déjà maintenant. Et on va les remplacer par des algorithmes qui vont encore... Et je trouve que c'est un mauvais engrenage, en quelque sorte. Donc, le bénéfice du doute, oui. Et d'ailleurs, si le juge peut d'ailleurs se tromper, et c'est d'ailleurs pour ça que le droit est une dogmatique consciente d'elle-même qui organise la remise en question de ses propres productions, grâce au recours
etc. Et donc, c'est ça qui est beau avec le droit. Enfin, moi, je suis une juriste qui s'est éloignée du droit et qui rame pour revenir vers le droit, parce que plus je regarde les algorithmes, plus j'aime le droit, moi. Je trouve que c'est pas mal, parce que en fait, cet écart qu'on a entre les représentations qu'on se fait du monde et le monde tel qu'il est, auquel on n'a pas accès indépendamment de nos représentations, cet écart, c'est précisément ce que déjoue en continu le juge lorsqu'il doit prendre une décision. Cette inadéquation, il la déjoue, mais il la reconduit du même geste. En prenant la décision, il réouvre une possibilité de contestation. Et il fait évoluer le droit. Et c'est ça aussi que moi je crains quand on a des algorithmes qui font de la préemption, qui anticipent les comportements et qui donc, anticipant les comportements, évitent la désobéissance grâce à leur très grande efficacité. Le problème, c'est que si on ne peut plus désobéir à une norme, on ne peut plus la faire évoluer. Et donc ça, c'est la mort du droit. C'est la mort de la norme. C'est pour ça qu'un critère... tous les juristes ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, le critère de légitimité de toute norme, y compris la norme juridique, c'est qu'elle ménage des possibilités de désobéissance et donc de remise en question. Si on n'avait pas eu ça, il y aurait toujours l'esclavage aux États-Unis, le mouvement des civil rights n'aurait pas fait évoluer la loi, et on serait... Deux choses. Je vais d'abord un algorithme, je vais prendre les questions tout seul, mais il faut arrêter avec l'idée qu'un algorithme est figé. Un algorithme évolue et généralement, c'est plus facile à faire évoluer un algorithme qu'une loi parce que ça demande beaucoup moins de délibération, etc. Un algorithme, tu le réécris. Mais oui, mais tu peux réécrire un algorithme. Tu mets un citoyen autour. C'est ce qu'on fait. Il n'y a pas un informaticien qui travaille tout seul aujourd'hui. Si tu vas sur GitHub, c'est une plateforme qui rassemble et qui fédère des millions d'informaticiens pour essayer d'écrire le plus correctement qui soit les algorithmes. Moi, quand je te parle de délibération citoyenne, c'est justement des gens qui... Et deuxièmement, sur l'histoire de la prescription plutôt que l'amende, la loi, etc., moi je suis d'accord dans certains cas, mais je pense que quand il y a urgence, comme par exemple la dégradation de la mobilité, comme le réchauffement climatique, comme l'affectation dans les universités et dans les écoles, je préfère une algorithmisation préemptive, c'est-à-dire prescriptive, c'est-à-dire quelque chose qui t'empêche, qui formate nos comportements. La technologie, ça sert à ça. Aujourd'hui, tu as des barrières à l'entrée des métros. Moi, je prends toujours l'exemple, c'est un exemple idiot, mais quand tu vas dans les toilettes publiques maintenant, de plus en plus, on automatise les toilettes publiques. C'est un formatage, c'est une restriction de liberté. Tu n'as pas l'occasion d'appuyer sur la chasse d'eau, tu n'as pas l'occasion d'allumer la lumière. Là, ça se fait automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a deux ressources qui sont très menacées, l'eau et l'électricité. On a confié ça à des algorithmes pour gérer, si tu veux, ta consommation d'eau et d'électricité. Et je pense que de plus en plus, nos comportements vont être formatés. Parce qu'on en a besoin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une efficacité redoutable. D'ailleurs, tu ne remets pas en question cette efficacité. Tu la crains, mais tu ne la remets pas en question. Il y a des domaines, effectivement, où ce n'est pas problématique, et d'autres qui sont évidemment problématiques. La mobilité, tu es pour. Des choses... tu as été victime d'un conducteur un tout petit peu chevron. Donc, on est pour une mobilité qui serait un tout petit peu plus prescriptive en matière algorithmique. Le réchauffement climatique, qu'on formate nos comportements, c'est-à-dire qu'on mette des algos qui t'empêchent de consommer et qui permettent de diminuer 80% du CO2 qu'on fout dans l'atmosphère et qui sont en train de condamner la planète. Il y a les compteurs qui peuvent le faire. Et donc là, tu es pour. Donc on va prendre les questions. Mais ça, tu peux le faire par deux. Tu peux dire, OK, on va mettre une loi en place qui empêche, c'est ce qu'ils font, on en parlait, mais le rationnement d'eau, par exemple. Aux États-Unis, en Californie, le rationnement d'eau se fait par une amende. Si à un moment, on te dit que tu ne peux pas consommer, etc., et que tu remplis ta piscine, tu prends une amende. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour un compteur automatique qui t'empêche d'aller au-delà d'une certaine consommation d'eau. On va peut-être prendre encore 2-3 interventions et puis clôturer, parce que c'est un domaine qui rend bavard. Juste une question. Posons qu'on soit psychiatre, par exemple, et qu'on travaille dans un asile avec des gens qui commettent des actes, par exemple des abus sexuels. Est-ce que oui ou non, on va appliquer une grille algorithmique ou au contraire? Et alors, on va postuler autre chose. Par exemple, on va postuler la causalité par liberté chez ce sujet. C'est-à-dire, on va supposer que, bien qu'il y ait risque de récidive, il y a aussi risque de modification, de transformation de ce sujet. C'est-à-dire qu'il puisse avoir sur lui, sur son sexuel, sur sa pulsion sexuelle, sur son fantasme sexuel, eh bien, un jugement réfléchissant qui réfléchisse et corrige son schéma qui s'active lorsque il voit un objet qui enclenche un acte délictueux. Donc, en psychiatrie, par exemple, on postule tout le contraire du déterminisme algorithmique. On postule, même si on ne peut pas directement le vérifier dans les faits, mais surtout immédiatement, quelquefois ça prend du temps, 10 ans, 15 ans, on postule la causalité par liberté. Et moi, quand j'entends dans votre bouche,
oui, le cadenassage liberticide, ça m'inquiète. Alors, donc, encore une autre intervention, puis après on vous laisse la parole. Et il y aura encore une ultime intervention d'Agnès, mais qui sera un autre sujet. Donc on va clôturer. Merci. Bonsoir. J'avais une petite question qui faisait le lien avec le questionnement de départ de la conférence, donc le numérique menace-t-il nos démocraties et non l'inverse. Et la question que j'avais, en fait, c'était que finalement, vous avez parlé à un moment de démocratisation des algorithmes et le fait qu'on pourrait choisir collectivement, finalement, qu'est-ce qu'une bonne décision, qu'est-ce qu'une mauvaise décision. Et lorsqu'on voit aujourd'hui, en fait, la complexité déjà d'avoir des processus démocratiques qui sont légitimes vis-à-vis des citoyens, est-ce que c'est pas juste un vieux pieux et qu'en fait, ça garde une technocratie qui prendra toujours les décisions et on fait croire et mijoter aux gens que finalement, un jour, ils pourront voter qu'une application, finalement, est-ce qu'ils ont fait ce travail d'urbanisme ou celui-ci, mais que finalement, ça reste juste un outil non démocratique et uniquement technocratique. Et voilà, est-ce que c'est pas juste de la poudre aux yeux? Alors, je vais répondre aux deux et puis je te laisserai répondre. Alors, en tout cas, pour l'instant, ça l'est. C'est-à-dire que les prises de... en fait, le problème, si vous voulez, les algorithmes, c'est pas tant... Après, je répondrai à votre intervention, mais c'est pas tant les algorithmes, c'est ceux qui sont aux mains de ces algorithmes, ceux qui commandent ces algorithmes, ceux qui prennent... Et aujourd'hui, c'est les GAFAM, c'est-à-dire qu'ils nous montrent, plus qu'il n'en faut, l'efficacité redoutable de ces algorithmes et la manière dont ils formatent... Ils sont déjà en train de formater tous nos comportements. Vous rentrez dans votre voiture, vous prenez Waze, vous cherchez quelque information qui soit, vous allez sur Google. Donc, ils sont déjà complètement dans nos existences à longueur de temps. Et on les remet pas en question. Hein. Personne ne remet en question Waze. Moi, je vais vous dire, Waze, c'est un des pires algorithmes que j'ai jamais vu pour régler la circulation dans nos villes. Mais tout le monde l'utilise. Hein. Donc, Google, c'est pareil. Je trouve comme moteur de recherche, si vous voyez la manière dont il ordonne les résultats, c'est épouvantable. On peut vraiment discuter de la manière dont même un moteur de recherche fonctionne. Bon. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On ne discute pas de ces algorithmes. Alors, est-ce qu'on peut reprendre le contrôle, reprendre la main sur... Il y avait un article dans Le Monde aujourd'hui. Tous les hôpitaux français, tous les systèmes de santé français sont en train de tout laisser chez Microsoft. Il y a une décision, il y a finalement des médecins, des hospitaliers, des informaticiens même qui se plaignent de ça parce qu'on va confier à Microsoft toute la gestion des soins de santé en France. Donc c'est vrai qu'il y a une démission actuellement du public et qu'aujourd'hui, vous avez mille fois raison, on dit on veut reprendre le contrôle, mais le contrôle il est déjà là-bas. Hein. C'est la nouvelle monnaie, les nouvelles formes d'assurance, les nouvelles formes de banque, les nouvelles formes de magasins, les nouvelles formes de circulation, c'est déjà décidé par 4 ou 5 grands acteurs monopolistiques. Donc on est en train de perdre le contrôle. Moi, ce que me montrent ces acteurs, c'est qu'ils ont un pouvoir d'efficacité extraordinaire. Ils montrent l'efficacité des algorithmes. Mais évidemment, ils les font tourner d'une manière qui, à mon avis, n'est pas très bénéfique pour la société. Donc moi, ce que je veux, c'est reprendre... Et aujourd'hui, il y a une demande, on la voit partout, il y a une demande de démocratie participative. Au Parlement, maintenant, au Parlement bruxellois, je crois que c'est au Parlement bruxellois, ils ont décidé de faire participer beaucoup plus de citoyens dans des formes de débat, etc. Moi, c'est ce que je veux depuis très longtemps, mais dans l'écriture des algorithmes. Alors, on n'a pas le contrôle sur tous les algorithmes. Par exemple, Parcoursup en France, moi, à l'époque où Macron est arrivé, moi, je défendais ABP, qui était la première version de l'algorithme, où il y avait un critère de hasard. C'est-à-dire qu'à un certain moment, même les étudiants qui n'étaient pas les plus prédisposés, les mieux prédisposés pour aller à la Sorbonne, on pouvait quand même, par hasard, les sélectionner, etc. Maintenant, c'est fini, parce que Macron est arrivé, et on a décidé que cet algorithme serait beaucoup plus méritocratique qu'il n'avait l'habitude de l'être. Moi, je m'y suis opposé, j'ai dit, mais qui l'a décidé? Vous l'avez décidé, parce que oui, alors Macron vous dira, je l'ai décidé parce qu'on m'a élu pour ça. Mais bon, vous voyez, il a changé complètement la forme de l'algorithme. Moi, je trouve que cet algorithme-là, comme le décret inscription, mais comme Waze, même Waze et beaucoup d'autres, même Google, même un moteur de recherche, il doit avoir une décision. Alors, c'est pas facile à mettre en œuvre. On est en train de le mettre en place pour le décret inscription. C'est une chance, ces algorithmes, d'amélioration de démocratie participative. Les informaticiens, je vous le dis, hein, moi je suis dans une communauté qui ne fonctionne que par démocratie participative. Un merveilleux exemple, c'est Linux. Linux, c'est pas Windows. Je vous conseille d'ailleurs tous d'utiliser Linux. Linux, c'est le pur résultat d'une délibération participative. Et c'est le meilleur système d'exploitation qui existe sur la planète, qui rend satisfait tous les informaticiens qui l'utilisent. Malheureusement, pas assez. Mais c'est pour vous montrer que les algorithmes sont parfois une chance, parce qu'on a un truc ici concret qui va régler nos vies. On a la chance de débattre. C'est vraiment une chance pour la démocratie participative. Et donc, il ne faudrait pas passer à côté. Moi, je me bats, en tout cas, avec le gouvernement bruxellois, à la portée de mes actions. J'ai pas une action sur tout. Mais en tout cas, à ce niveau-là, j'essaie de faire beaucoup plus participer le citoyen. Alors, ça demande une éducation, ça demande de mettre en place beaucoup d'autres choses. Nos enfants ne sont pas éduqués au numérique. C'est une catastrophe, la Belgique. La Belgique est en retard sur tout. Mais on peut quand même essayer d'espérer ça. Alors maintenant, pour la première question
Mais en fait, moi, je pense que je ne vais pas directement répondre à votre question, mais je vais un peu la contourner dans la mesure où, depuis toujours, on a des dispositifs technologiques qui sont des tueurs de liberté. Pour vous empêcher de frauder dans le métro, on met des barrières. En Suède, il n'y a pas de barrière, par exemple. En Belgique, il y a des barrières. On peut espérer que la conscience morale fait que vous vous acquittez de votre dû, mais il s'avère que ça ne marche pas comme ça. La plupart des gens, s'il n'y a pas de barrière, ils fraudent le métro. Ils ne payent pas le métro. Voilà, c'est comme ça. C'est une réalité statistique. Dès que... il y a des fameux jeux, je ne sais pas si vous les connaissez, peut-être en tant que psychiatre ou psychologue vous les connaissez, il y a les fameux jeux de biens publics. Je le raconte parce que c'est des jeux d'économie expérimentale, je vais aller très très vite. Vous mettez 10 personnes autour d'une table, vous leur donnez chacun 100 €. Et puis, en fait, vous leur dites, c'est le jeu. Hein. Les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent de leurs 100 € au milieu d'un pot, un pot commun, et puis on double le pot par 2, et puis on redistribue. En fait, la bonne stratégie, c'est si tout le monde met, par exemple, ses 100 €, vous doublez, tout le monde gagne 100 €. On se rend compte, quand on fait ces jeux, que directement, il y en a un ou l'autre qui va rien mettre dans le tronc commun. Parce qu'en fait, lui, il a tout à gagner. C'est le déviant, c'est le problème de la déviance, c'est qu'elle fait des émules. C'est que directement, vous avez les gens à côté qui voient que ça rapporte gros, et ils limitent. Et c'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. Pour l'instant, notre monde est victime de tragédie des communs. Alors, le réchauffement planétaire, c'est clairement une tragédie des communs. Nos comportements ne sont plus adaptés à l'évolution du monde. Alors, ce que je vous demande, c'est, est-ce que dans des cas comme ça, vous êtes d'accord que des dispositifs technologiques viennent assister les dispositifs de gouvernance humaine pour réduire nos libertés dans un intérêt collectif que, je répète, nous devons délibérer ensemble. Je ne suis pas pour que Google décide de quel comportement vous avez droit. Mais néanmoins, que la technologie puisse entraver un tout petit peu vos comportements dans le bénéfice de la collectivité, moi je pense qu'on l'a toujours fait et que simplement les algorithmes sont un dispositif additionnel par rapport aux barrières, par rapport à déjà une technologie envahissante. Alors je ne veux pas la Chine, hein, entendons-nous, je ne veux pas le crédit social, même si on pourrait passer des heures à discuter des bienfaits et des méfaits du crédit social, je n'ai pas envie d'une société comme ça, je n'ai pas envie d'un comportement complètement assujetti au bon vouloir des algorithmes. Mais que de temps en temps, il y a un dispositif qui limite un tout petit peu la portée de vos actes parce qu'on sait qu'ils finiront par être détrimentaires pour le collectif, moi j'y vois rien. Je ne vois rien d'opposé. Alors, moi je voulais réagir justement sur cette question de la délibération. Il me semble, moi, qu'il y a un enjeu d'échelle, en fait. Est-ce que, c'est une question que je pose vraiment, hein, en sachant les réponses que moi j'ai, bon, c'est toujours comme ça, en fait. Est-ce que vraiment mettre des citoyens, même les plus éclairés, même choisis de façon optimale dans la population, etc., et d'une diversité parfaite autour d'une table pour leur demander de délibérer de comment on programme des algorithmes qui vont cadenasser les libertés, est-ce que c'est suffisant ? Moi, je dis absolument pas. Absolument pas, parce que ça fait, pour moi, c'est symptomatique d'un réductionnisme ou d'un fétichisme de l'algorithme. Pardon, hein, je suis un peu fort. D'un fétichisme de l'algorithme qui dit que finalement, si on a réglé idéalement ce petit sous-système technique, pardon encore, hein, qui doit intervenir comme une toute petite pièce en fait, dans un engrenage énorme qui est l'engrenage de toute la société, parce qu'on nous dit bien, hein, il faut garder l'humain dans la boucle. Donc, en fait, on ne nous parle jamais en fait que de dispositifs de recommandation, qui vont faire des recommandations aux humains qui vont devoir prendre la décision. Alors on va dire, on va faire des algorithmes parfaits, bien délibérés, des algorithmes tout à fait démocratiques, mais après, de toute façon, il y a un décideur humain qui va intervenir, soit pour suivre la recommandation algorithmique, soit pour s'en écarter. Et ça va dépendre de s'il a bien mangé le matin, s'il s'est disputé avec sa femme, si sa télé est tombée en panne et qu'il déteste la technologie ce jour-là, etc. Donc, vous voyez, en fait, l'enjeu, pour savoir si, par exemple, une décision, au final, parce que l'objectif, c'est d'avoir des meilleures décisions. Est-ce que la décision, au final, sera meilleure et est-ce qu'elle sera plus juste ? Parce que l'algorithme de recommandation est, imaginons que ce soit possible, je n'y crois pas une minute, absolument juste et démocratique. Imaginons, hein, exercice de... Eh bien, absolument pas. Absolument pas. Par exemple, il y a Kastenstein a écrit un papier sur la Predictive Theory of Justice. Il dit, qu'est-ce que c'est que le droit ? Je prends l'exemple du droit parce que je suis juriste, hein, mais je pense que ça s'applique dans d'autres contextes. Qu'est-ce que c'est que le droit ? Le droit n'est rien d'autre que la prédiction de ce que va décider un juge. Parce qu'en fait, le justiciable, qu'est-ce qu'il veut ? Il s'en fout, en fait, que l'algorithme sur base duquel l'algorithme qui a inspiré ou désinspiré ou mal inspiré ou dont le juge s'est inspiré pour s'en écarter ou pour le suivre était juste et bien fait et bien démocratique. Non, le justiciable, il veut savoir si dans son cas,
la décision qui est prise par le juge est juste. Et donc, ce qui compte, c'est la justice de l'ensemble, c'est-à-dire à la fois la justice dans la société qui est enregistrée sous forme numérique, et donc ce résultat numérique va entraîner les algorithmes, ça on en avait parlé. Toute la justice, elle doit être sociale, elle n'est pas algorithmique. Il y a pas de, on ne peut pas résoudre la justice. Prends un exemple. Le décret d'inscription. Prends le décret d'inscription. Non, parce que ça, pourquoi c'est tu pas veux un pas bon le décret exemple. d'inscription? Mais comment c'est pas un bon exemple? Pour moi, c'est pas. Ça décide du sort de nos petites têtes blondes pour 6 ans de leur vie. C'est pas un bon exemple. C'est un exemple d'injustice sociale. C'est pas. Est-ce que vous ne trouvez pas que le décret d'inscription est un bon exemple d'algorithmisation de nos vies? Alors. Comment tu vas le faire? Comment tu veux le faire? Mais prends Waze aussi. Enfin, moi, il y a 1000 algorithmes que tu pourrais prendre comme exemple, mais je ne sais pas quelle alternative. Alors, pour moi, c'est le refus des algorithmes. C'est le refus de Waze, c'est le refus de Taxon Web, c'est le refus du décret d'inscription. Non, c'est pas tout, c'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc parce qu'il y a des domaines. Non, parce qu'il y a des domaines très différents. La justice en fait, c'est ça. Il faut prendre des algorithmes qui dirigent nos vies pour l'instant. Le décret d'inscription, c'est plus important que les algorithmes de justice dans nos vies actuelles aujourd'hui. En Belgique, par exemple, enfin, dans la Belgique francophone. Parle aux parents, tu vas voir le décret d'inscription important que ça. C'est en train d'arriver très très vite dans le domaine de la justice aussi. Et bon, c'est un domaine que je connais mieux, donc je prends cet exemple-là. Oui, mais allez, prends. Oui, mais non, d'accord. Mais prends les. Non, mais parce que ça n'existe pas encore ce que tu dis. Si, ça existe. Arriver. Mais il y a des choses qui existent depuis 10 ans en Belgique, le décret d'inscription. Ça existe chez nous, ça existe. On a des algorithmes qui sont utilisés à des fins pour éclairer les magistrats sur les risques de récidive. C'est en train d'arriver. Oui. C'est en train d'arriver des algorithmes de gestion des détenus en libération conditionnelle. Ça ne va pas arriver. C'est là déjà maintenant. Oui, et ça pose ces questions-là. Ça pose ces questions de finalement, est-ce que c'est juste ou pas? Ce qui compte, c'est que le résultat soit juste. Peu importe en fait que les étapes individuellement soient justes. C'est mieux que ce soit juste, bien entendu. Et je trouve par contre que c'est très important, c'est une concession, mais c'est très important, vraiment, c'est vrai que se développe une culture algorithmique. Et effectivement, enrôler des citoyens de tous âges, de toute origine sociale, dans cet exercice de penser des algorithmes qui pourraient intervenir comme maillons dans les chaînes décisionnelles, c'est très intéressant. Pas pourraient, ils interviennent déjà. Ce qui m'étonne, c'est que tu te bases sur un futur qui est en devenir, mais qui est très discuté, mais qui est très controversé. Et puis il y a un présent qui est déjà extraordinaire, qui sont les systèmes de recommandation, qui sont les systèmes d'assignation des enfants dans les instituts, qui sont les systèmes de mobilité. Ces algorithmes sont déjà partout. Oui. Il n'y a pas une minute de ta vie qui n'est déjà pas dirigée par un algorithme. Oui. Et donc, moi, je dis, quelle est la légitimité de ces algorithmes? Toi, parce que tu parles d'algorithmes, parce que bon, les juges robotisés, ils vont peut-être exister, mais actuellement... Il y a déjà des processus... Franchement, on y est déjà. Pour certaines étapes ou certains processus judiciaires, certaines étapes du processus judiciaire sont déjà algorithmiques. C'est vrai. Mais ceux qui existent déjà, est-ce qu'ils t'emmerdent, le décret d'inscription, Oui, mais tu ne veux pas parler du juge. Bien que tu parles du décret d'inscription. Mais si, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. C'est bien que le décret d'inscription ait pu être discuté in abstracto par des gens qui sont sortis de leur contexte de vie pour venir exceptionnellement discuter des règles qui vont s'appliquer à tout le monde. Mais ce qui compte quand même, c'est qu'une fois appliqué à des gens qui n'ont pas participé à la discussion, parce qu'on ne va pas impliquer tout le monde, que ces gens-là aient un sentiment d'équité. C'est quand même important. Parce que parmi les conditions de légitimité... la participation citoyenne, tu es d'accord? Oui, mais ça c'est un mot... après, il faut le mettre en œuvre. Non, je suis d'accord, c'est pas facile à mettre en œuvre. Déjà, il faut mobiliser une expérimentation. Alors, il faut mobiliser les publics qui comptent, savoir à qui ça importe. Parce qu'on peut mobiliser des tas de gens, un peu au hasard. Non, il faut que ce soit les gens à qui ça importe. Ce qui est important, c'est... Mais comment faire importer ce qui importe? Et comment savoir à qui ça importe? Ça importera probablement aux gens les moins susceptibles de venir volontairement s'enrôler dans le genre de discussion. Parce que ça va être les gens les moins bien informés, probablement les plus susceptibles d'être mal classés, parce qu'ils ne sont pas dans les échelles de mérite. Mais justement, c'est ceux-là qui sont intéressants. C'est ceux-là qui sont... Mais comment les recruter? Comment les recruter là-dedans? Et est-ce qu'ils auront le temps? Parce que parfois, ils bossent déjà à côté de leurs études pour pouvoir... Il y a ça aussi. C'est très méritocratique. Enfin, mais tu vois, c'est très élitiste, en fait. Je vais juste finir, parce que tu as raison, il faut prendre l'exemple. Mais par exemple, il y a beaucoup d'expériences de démocratie participative en France pour l'instant, notamment pour justement les décisions à prendre sur la transition énergétique. Macron a décidé de le faire via une démocratie participative, puisque tu sais, à 100 citoyens. Donc ils ont déjà mis en place un tas d'expérimentations pour ça. Mais le problème, si tu veux, c'est ce qui se fait après. C'est-à-dire que Macron a déjà dit, bon, on verra, on va prendre ça comme avis consultatif, ça n'a pas puissance légale, etc. Donc on va pas... Et même les parlementaires sont pas forcément censés suivre les recommandations que vous allez donner. Ça va nous inspirer. Tandis que moi, je dis quelque chose de beaucoup plus fort.
Moi, j'ai dit non, vous allez écrire vous-même l'algorithme. C'est-à-dire que si vous n'allez pas conseiller ou ensemble, on va pondre cet algorithme. Donc, il y a une espèce de raccourci qui, à mon avis, est extrêmement bénéfique et qui va susciter encore plus de démocratie. Parce qu'en fait, l'effet va être direct, immédiat. Mais moi alors, je pense que je serais totalement opposée à être gouvernée, encastrée dans mes comportements par un algorithme qui aura été designé comme ça, par des gens que je n'ai pas élus. Soit designé par Google. Non, je préfère pas que ce soit designé par Google. Mais cette idée que, en fait, en recrutant quelques personnes comme ça, aussi, mais je comprends les excellentes intentions et je pense qu'il y a des effets pédagogiques qui sont absolument importants et qu'il faut le faire parce que je trouve que voilà, ça mûrit la culture algorithmique globale et ça, c'est vraiment positif. Mais cela dit, et ce qui me manque, c'est la légitimité in fine, en fait. Le système juridique n'est quand même pas juste un bricolage. Quelle meilleure légitimation que les gens qui ont participé et qui ont décidé collectivement de l'algorithme à laquelle ils vont être mangés. Eh bien, ces gens-là ne me représentent pas nécessairement. Je me sens pas... Meilleur que celle-là ? Non. Oui, mais c'est la société qui va participer à l'écriture. Mais la société, en fait, on a un système législatif qui fonctionne mal, c'est vrai, mais on n'a pas encore vraiment trouvé mieux que, effectivement, parce que les algorithmes n'existaient pas. Non, mais attends, je suis d'accord, Antoinette, mais le système législatif a été pensé pour un pouvoir exécutif qui était essentiellement humain. Maintenant, il y a une nouvelle forme de pouvoir exécutif qui est venue s'inscrire et qui change la donne, qui est le pouvoir algorithmique. C'est un nouvel... de plus pour encore plus avoir de la délibération nationale, voire internationale, autour de ces enjeux-là, parce que... Oui, mais le pouvoir législatif, comme il était pensé auparavant, s'adressait à une forme de gouvernance humaine, essentiellement humaine. C'est les humains qui se mettaient entre eux, voilà. Et donc, il y avait des intermédiaires, etc. Maintenant, il y a un effet direct, c'est-à-dire que l'algorithme, une fois que tu l'as mis en place, il tourne tout de suite et tous nos comportements sont déterminés par l'algorithme. C'est vraiment le coup d'État, quoi. Oui, bien sûr, c'est un coup d'État. Mais moi, j'ai défendu ce coup d'État dans certains cas, parce que j'ai confondu que certains de nos comportements doivent être... Et parce que la technologie existe, et elle existera toujours, et on a toujours eu recours à la technologie pour formater nos comportements. Mais alors, pourquoi délibérer pourquoi ne pas juste se passer de toute forme de délibération? Pourquoi restreindre? Si on a une délibération avec juste... à part l'effet pédagogique, avec quelques personnes sélectionnées, plus ou moins comme on pense... Tu veux sélectionner je ne sais pas, il faut faire un panel de citoyens. C'est un panel citoyen. Moi, je n'ai pas confiance dans les panels de citoyens, en fait. C'est une question de confiance. On va peut-être en rester sur cette question. Avant de remercier chaleureusement nos orateurs, on peut déjà les applaudir. Ne partez pas. Je pense que plein de questions sont ouvertes. On a vu les accords, les désaccords, et ils ont même un peu théâtralisé la chose, et c'était bien agréable. Avant de partir, je vous laisse 2-3 minutes, je sais qu'il est tard, la parole à Agnès qui est venue vous présenter ici un outil tout nouveau, tout chaud. Est-ce que tu peux allumer le micro, s'il te plaît? Qui s'appelle Nubo, qui est en train de se former à Bruxelles, et elle a sollicité de vous en parler 2 minutes, et on avait accepté bien volontiers. Oui. Merci pour l'occasion. Je voulais vous signaler l'existence de ce projet. Je m'éloigne un peu des algorithmes, mais bien de la démocratie et des sujets numériques. Donc, c'est une poignée d'associations qui créent une coopérative d'utilisateurs avec l'idée que l'utilisateur redevient propriétaire de ses données privées. Et ce que nous voulons faire, c'est proposer des services éthiques en ligne avec l'idée que éthique, c'est on n'exploite pas vos données privées pour du commerce, mais vos données restent à votre propre propriété. Donc, ce que nous voulons faire dans un premier temps, c'est offrir des services mail et cloud, dans la lignée de l'association Framasoft qui fait l'appel à dégoogliser le monde. Donc, on veut participer un peu à cette dégooglisation. Le projet est en pleine construction. On est en train de donner plein de sessions d'information. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur nubo.coop où je peux vous donner des informations aussi tout à l'heure. Voilà, et tous ceux qui sont intéressés par reprendre un peu la main sur leur vie privée numérique, vous êtes les bienvenus à vous informer, à m'en parler tout à l'heure ou lors de nos rencontres. Merci beaucoup Agnès, merci Antoinette, merci Hugues. Allez.